jeunes, nous avons organisé cette conférence. Donc, très rapidement, je présente Espace Marx et je laisserai Manel Djadoun présenter le réseau Red Jeune. Alors, Espace Marx, on est un centre de recherche, un lieu de réflexion, un espace de mise en réseau des mondes politiques, académiques, associatifs et syndicaux. Donc c'est un laboratoire d'idées, un espace ouvert à tous ceux qui travaillent ou qui souhaitent travailler à faire avancer les pensées de l'émancipation. Manel, je te laisse dire un mot rapidement. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Manel Djadoun de Red Jeune, donc Rassemblement pour l'égalité et la démocratie. Donc on est des jeunes qui avons monté une campagne de lutte contre les idées d'extrême droite. Voilà, on a une campagne contre la loi séparatiste, une loi sécurité globale, pour la justice contre les violences policières et la justice contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est une campagne qui est assez large, qui vise à permettre aux jeunes de s'organiser collectivement sur leur fac, sur leur quartier, pour lutter contre les idées d'extrême droite. Donc voilà, ça peut prendre des formes diverses et on est heureux aujourd'hui de participer à la préparation de cette conférence et merci de votre présence. Donc, nous sommes à près de 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle et nous faisons face à plus d'un constat alarmant, mais un en particulier va retenir notre attention ce soir. Ce constat, quel est-il? L'extrême droite rassemble plus de 35% d'intention de vote pour ce premier tour de l'élection. Donc ce bloc d'extrême droite, il est incarné par plusieurs candidats, mais deux principaux constituent 18% pour Marine Le Pen d'intention de vote et entre 13 et 15 pour Éric Zemmour. Donc l'extrême droite, elle est dans un paradoxe qui est intéressant, mais qui est surtout très inquiétant. C'est qu'elle avance divisée, mais très dynamique électoralement parlant, divisée, mais omniprésente idéologiquement. L'extrême droite parvient en effet à capturer le débat général. La campagne présidentielle est focalisée sur les thématiques de prédilection de l'extrême droite, donc la sécurité, l'immigration, l'islam, la nation et j'en passe. De plus, avec l'arrivée d'Éric Zemmour, non plus en tant que commentateur ou observateur, mais bien en tant que candidat, le curseur s'est largement déplacé vers la droite et on a un candidat qui appelle régulièrement à la guerre civile en mettant en scène un conflit de civilisation. Il l'a fait dernièrement devant un syndicat de police, Alliance, donc quand même quelque chose de très inquiétant. Un candidat qui stigmatise et insulte chaque jour dans les médias traditionnels les populations issues des quartiers, les populations issues de l'immigration, les populations de confession musulmane. Donc c'est face à ce constat qu'avec RED, on a souhaité mettre en place cette session. Cette session, elle a vocation à être un temps d'échange qui nous permet d'y voir plus clair. Y voir plus clair sur quoi? Sur les ressorts de cette progression idéologique et électorale. Donc on se pose la question, qui vote pour Le Pen et désormais pour Éric Zemmour? Qui vote pour l'extrême droite? L'idée, en fait, à travers cette question, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui produisent un vote d'extrême droite et, au contraire, quels sont les mécanismes qui prémunissent de voter contre l'extrême droite. Quels mécanismes peut-on mettre en place, nous, forces de gauche, pour endiguer cette progression électorale? Ces questions, Violaine Girard et Hugo Touzet, tous deux sociologues ayant travaillé sur les électorats d'extrême droite, vont nous aider à y répondre et nous interrogerons également Lucie Delaporte, journaliste à Mediapart, et Nicolas Massol, journaliste à Libération. Vous êtes tous deux chargés des questions d'extrême droite et de la droite. Donc l'extrême droite n'est pas un phénomène nouveau, c'est une formation qui est présente dans le paysage politique depuis près de 40 ans. Les premières élections auxquelles l'extrême droite est présente sont les législatives de 86, mais c'est surtout en parvenant au second tour avec Jean-Marie Le Pen que l'extrême droite parvient à vraiment s'ancrer dans le paysage politique, notamment en mettant un terme au bipartisme qui caractérisait jusque-là la vie politique française. Donc les chercheurs se sont beaucoup penchés sur cet objet d'étude, la littérature qui permet de comprendre quelles dispositions, qu'elles soient sociales, culturelles, économiques, idéologiques, quelles dispositions produisent un vote d'extrême droite. Donc cette littérature est très vaste, très riche,
Et deux hypothèses dominantes reviennent très souvent. La première, c'est un lien quasi naturel qui serait dressé entre la précarité et un soutien aux partis d'extrême droite. Ainsi, les perdants de la mondialisation, les perdants de la mondialité se tourneraient davantage vers l'extrême droite. Également, les personnes qui auraient peur du déclassement, les personnes faisant face à une insécurité économique. La deuxième hypothèse, très souvent mise en scène et qui a notamment été réinterprétée avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est la notion de centre-périphérie, qui mettrait en scène d'un côté l'urbain, très proche, très intégré, très proche des centres du capitalisme international, et de l'autre côté, le pavillonnaire, en milieu périurbain, souvent issu des classes ouvrières, qui se tournerait davantage vers l'extrême droite. Ces théories, elles nous paraissent parfois un petit peu incomplètes, un petit peu insatisfaisantes. On l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, tous ne votaient pas pour l'extrême droite. On le voit également parmi les groupes populaires, tous ne se tournent pas vers l'extrême droite. Et d'ailleurs, l'électorat d'extrême droite n'est pas composé uniquement par ces groupes populaires. On le voit d'ailleurs très nettement avec Éric Zemmour, qui mobilise autour de lui la bourgeoisie réactionnaire. Donc c'est pour ça, Hugo et Violaine, que vous êtes là ce soir, justement pour nous aider à approfondir ces hypothèses et à préciser la réflexion. Donc Violaine Girard, tu es maîtresse de conférences à l'Université de Rouen et tu as mené une enquête anthropologique à partir de 2003, un travail de terrain de très longue durée, nourri d'entretiens, d'observations dans une commune périphérique qui se caractérise par une population nouvelle. C'est un espace qui a été industrialisé dans les années 70, qui a fait venir des populations, et une population issue majoritairement des groupes ouvriers. Tu étudies les trajectoires de ces ménages à la lumière des transformations qui les affectent, donc la restructuration de l'industrie et des services, le durcissement des conditions d'accès à la propriété et les évolutions du système de formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous présenter tes résultats et nous dresser peut-être un portrait de ces électeurs? Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais présenter une enquête qui semble aujourd'hui un peu ancienne, mais dont je pense que certains enseignements sont toujours d'actualité, ou en tout cas peuvent nous aider à penser aussi ce qui se passe là à l'approche de ces élections présidentielles. Donc moi, je démarre, en 2003, je fais un DEA, et je démarre ma thèse. Ce qui m'intéresse au départ, c'est d'aller travailler dans l'Est lyonnais, à la périphérie vraiment de l'aire urbaine, et à l'époque, il n'y avait pas encore tous les discours sur la France périphérique, les fractures territoriales, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les transformations de ce territoire avec, en gros, des décisions d'aménagement du territoire qui ont été prises au niveau national. Je pense que ça a des conséquences encore aujourd'hui sur les transformations des mondes ouvriers, à la fois dans leurs aspects résidentiels et professionnels. Et donc, ce qui m'intéresse à l'époque, c'est l'implantation d'une centrale nucléaire et puis surtout d'un parc industriel. Qui est décidé sous l'égide de la data, qui ne va pas se faire de la façon dont il était initialement prévu, parce qu'en 1973, il y a des chocs pétroliers. Mais j'y reviendrai. Donc il y a en gros des politiques d'aménagement du territoire qui font que cette zone périurbaine va devenir un lieu de recomposition des fractions populaires avec de nombreux ménages qui vont y accéder à la propriété. Et c'est, statistiquement parlant, on voit dans le recensement, c'est beaucoup des ménages d'ouvriers et d'employés. Donc c'est des ménages stables. C'est des ménages qui sont encouragés à s'installer là par les prix du foncier. Il y a beaucoup de ménages qui quittent la banlieue lyonnaise, qui quittent des villes comme Vénissieux, Vaux-en-Velin, etc., les quartiers d'habitat social, et qui vont s'installer en devenant propriétaires. Alors, depuis, il y a eu d'autres recherches là-dessus, mais du coup, ce mouvement d'accès à la propriété, au départ, c'est ça qui m'intéresse, autour d'un mouvement de relocalisation d'emplois industriels. Alors, je m'étais intéressée à toutes ces questions-là, et c'est intéressant parce que du coup j'étais remontée sur ces politiques d'aménagement du territoire, et j'avais vu comment ce territoire avait toujours été d'une certaine manière un territoire ouvrier de droite, c'est-à-dire que dans les années 70, c'était un territoire avec beaucoup de petites industries disséminées dans des villes rurales. Donc c'est autour de Lagneux, en Périeux, en Bugey, donc j'ai changé les noms dans l'ouvrage, mais il y avait un site Saint-Gobain, etc. Et dans les années 70, il y a un grand élu, alors qui est lui est un aristocrate, Guy Laverpillère, qui est vraiment un élu local de premier plan, qui est sénateur
qui est très proche de Giscard, qui est député, qui va passer tous ses mandats de maire, de président de la communauté de communes, de président du conseil général, et puis de député à son fils, Charles Laverpierre, qui est toujours élu d'ailleurs, je crois. Et donc son fils est haut fonctionnaire, donc en fait cette famille tient ce territoire de droite. Et dans les années 70, ce grand élu local, qui est extrêmement dominant socialement et politiquement sur ce territoire, présente ce territoire aux chefs d'entreprise, donc il capte de l'argent de l'État et des collectivités pour aménager un parc industriel. Alors, au départ, c'est une zone, ça devient un parc avec un verdissement. Et aujourd'hui, il y a plus de, je ne sais plus, j'ai plus en tête les chiffres, mais en tout cas, il y a plusieurs milliers d'emplois qui sont implantés. Il y a une énorme zone logistique, il y a des usines de production de sous-traitants d'automobiles, il y a des usines chimiques, il y a des usines d'agroalimentaire. Et donc, c'est un pôle d'emploi de premier plan pour des ménages d'ouvriers qui s'installent dans ce territoire. Et dans les années 70, en fait, ce grand élu local va présenter ce territoire aux chefs d'entreprise de la région lyonnaise comme un territoire dans lequel les ouvriers sont finalement peu mobilisés. Il y a des publicités dans des journaux de chefs d'entreprise en disant, voilà, dans ce territoire, vous avez l'assurance d'une paix sociale. Vous avez l'assurance d'une paix sociale, il y a une main-d'œuvre rurale qui se fidélise volontiers, qui adhère à l'esprit d'entreprise, venez vous implanter ici. Et en fait, moi je fais un lien entre cette politique d'aménagement du territoire, qui est de contourner les forteresses ouvrières qui ont été en grève assez fortement en 68 et dans les années 70, notamment aussi dans l'agglomération lyonnaise et dans l'industrie chimique autour de l'agglomération lyonnaise. Et ce grand élu capte comme ça, alors à la fois des changements dans les mondes économiques, dans l'industrie française, et il capte des chefs d'entreprise qui viennent s'installer là avec effectivement des usines nouvelles, donc il n'y a pas d'ancienneté syndicale et une politique effectivement on retrouve un morcellement et des statuts d'emploi et un morcellement des employeurs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un gros employeur qui permettrait l'identification du PAD, Michelin, Clermont-Ferrand, etc. Et du coup, cette main-d'œuvre, ces fractions stables des classes populaires que moi j'étudie, elles sont aussi, ce grand élu local, il refuse complètement toute politique de construction de logement collectif et de logement social dans ce territoire. Il s'appuie sur tous les maires des petites communes rurales aux environs, et donc ça dessine un territoire périurbain dont on nous dit ensuite en 2007, en 2012, que c'est parce qu'on est à distance de la ville que dans ce territoire, les gens vont se tourner vers l'extrême droite. Mais il y a quand même eu des politiques organisées donc, par des responsables politiques de droite, à la fois les politiques du logement. Giscard va promouvoir l'accès à la propriété des ménages, et notamment des ménages ouvriers, dans les années, c'est la grande réforme des politiques du logement en 1977, qui ont été étudiées par Bourdieu. Donc on a l'impression qu'on va avoir des ouvriers qui ne feront pas de grève aussi parce qu'ils rembourseront leurs emprunts immobiliers. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des ouvriers propriétaires qui vont quand même être syndiqués et se mobiliser. Mais en tout cas là, en remontant en arrière sur le territoire sur lequel j'ai enquêté, je vois des choses qui font que l'implantation syndicale, notamment dans ce territoire, a été rendue très, très compliquée et qu'on est donc dans un territoire anciennement de droite. Et puis moi quand j'étudie ça, donc dans les années 2000, je ne me pose pas tout de suite du tout la question du vote FN. Je fais ma thèse sur les caractéristiques sociales, les trajectoires résidentielles de ces ménages. Mais quand même, quand je soutiens ma thèse, il y a quand même pas mal de gens dans le jury qui me disent « Mais attendez, vos élus là que vous avez rencontrés, les élus d'une toute petite commune rurale, c'est quand même des gens dont on voit qui sont côtés à droite, voire à l'extrême droite. » Et puis en 2007 et 2012, il y a énormément de discours dans les médias sur justement le déclassement. C'est Christophe Guilly, les fractures françaises, on oublie les petits blancs qui n'ont eu d'autre choix que de fuir les banlieues, parce que bien sûr la vie est dramatique dans les banlieues, puisqu'il y a des immigrés. Et donc voilà. Donc moi je retourne sur le terrain et je continue mon enquête. Et je me rends compte assez vite que le maire et l'adjoint au maire, qui sont mes principaux pourvoyeurs de contact auprès des ménages que j'ai rencontrés, sont en fait des électeurs de Marine Le Pen. Et ce sont bien sûr des élus sans étiquette. Ce sont des élus, il y en a un qui est devenu technicien chez EDF, l'autre est technicien dans l'industrie sur le parc industriel que j'étudie. Donc ce sont des élus qui ne sont pas des professionnels de la politique. Ce sont des élus qui soutiennent par ailleurs le fameux député et ancien président du conseil départemental Charles Laverpierre. Mais ce sont aussi des élus qui mettent en place au niveau local un certain nombre de politiques pour préserver quelque chose que j'ai désigné comme l'entre-soi populaire des ménages, l'entre-soi blanc.
de ménages populaires qui accèdent à la propriété, qui sont stables. Donc pour moi, ce ne sont pas des ménages qui sont en déclassement, ce ne sont pas des ménages qui sont en proie à l'insécurité culturelle comme un ECI, enfin un chercheur aussi a pu le dire, Laurent Bouvet pour ne pas le citer. Ce sont des ménages qui sont certes fragilisés. Les deux élus que j'ai rencontrés sont très soucieux de voir que les enfants des ménages qui sont installés dans les années 80 ont plus de difficultés que la génération de leurs parents pour acheter des terrains parce que l'accès au crédit immobilier c'est plus compliqué, l'accès aux emplois ouvriers stables c'est plus compliqué, mais en tout cas ce sont quand même des ménages qui vivent dans un territoire où l'emploi industriel n'est pas en déclin. Donc ces élus vont mettre en place toute une série de stratégies pour favoriser. Alors à la fois ils refusent complètement l'implantation de logements sociaux. Ils ont quand même construit des logements locatifs parce qu'ils se rendent compte qu'il y a pas mal de jeunes ménages où il y a des ménages décohabitants, notamment en cas de séparation conjugale. Il y a beaucoup de femmes, de mères à la tête de familles monoparentales qui n'arrivent pas à rester propriétaires. Il y a des ménages qui n'arrivent pas à rembourser leur crédit. Donc ils construisent des logements locatifs, mais qui sont des logements locatifs municipaux. Ils n'en passent pas par un bailleur social, donc il n'y a pas de critères d'attribution, il n'y a pas et donc ils attribuent des logements locatifs sur la base de l'interconnaissance et ils essaient aussi de se mobiliser pour contrôler qui va venir acheter des terrains et pouvoir faire construire des pavillons. Et donc c'est une collègue sociologue, Sylvie Tissot, qui avait beaucoup travaillé sur la banlieue et la stigmatisation des quartiers de logement social, qui m'a encouragée à écrire cet article et à me saisir à bras-le-corps un peu de cette question. Et pourquoi j'évoque ça rapidement, et puis après je m'arrêterai et je laisserai la parole aux autres intervenants et intervenantes, c'est que il y a un enjeu à penser le fait qu'il puisse y avoir des mobilisations très concrètes sur le terrain. Ce ne sont pas des mobilisations syndicales, ce ne sont pas des mobilisations associatives, ce sont des mobilisations un peu informelles dans les interstices de l'action publique, mais qui sont des mobilisations pour préserver l'accès à certaines ressources et qui se traduisent sur un plan matériel très concret. C'est que les ménages qui arrivent à devenir propriétaires, ce sont ceux qui, par interconnaissance, vont être orientés vers tel ou tel terrain, ou ce sont ceux qui ne sont pas racisés, qui ne sont pas étiquetés comme étant d'origine migratoire et notamment subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Et donc il y a toutes des stratégies des élus par le bouche à oreille, de contrôler. Alors ils arrivent à contrôler qui achète des terrains aussi parce qu'ils connaissent beaucoup des familles de la commune qui sont des anciennes familles, des familles d'originaires de la commune depuis plusieurs générations qui mettent en vente d'anciens terrains agricoles, etc. Ils s'appuient sur le fait que les gens ne veulent pas avoir dans leur voisinage de familles racisées, de femmes qui portent le voile, etc. Donc ils s'appuient. Alors ce qu'ils ne contrôlent pas, c'est quand même quand des lotisseurs aménagent des grands lotissements. Et ce qu'ils ne contrôlent pas, c'est quand des ménages divorcent et revendent très rapidement et quittent complètement la commune et donc revendent au plus vite par le biais d'agents immobiliers. Et donc, mais ces élus, ce que j'avais envie de dire là ce soir, c'est que du coup, cette mise en œuvre très concrète, très pratique, de mise à distance de ménages, à la fois des ménages précaires, qui vont stigmatiser en tant que tels, des ménages qui ne sont pas stables dans l'emploi, et aussi des ménages racisés, eh bien, ça a des effets très concrets sur aussi la banalisation, la licitation de ce vote Front National, aujourd'hui Rassemblement National. C'est-à-dire que, en gros, souvent, moi, ce qui m'énervait un petit peu, c'est que dans les médias, on va s'offusquer de ce que des gens témoigneraient d'orientation raciste en votant FN. Mais en fait, sur le plan concret, très pratique, eh bien, il y a des gens qui se ménagent l'accès à certaines ressources économiques rares, comme les biens fonciers, très concrètement sur le terrain dans leur commune d'appartenance. Et que du coup, et que c'est mis en œuvre aussi par des élus qui sont sans étiquette, qui ne sont pas engagés au FN et qui vont aussi, par ailleurs, contribuer à banaliser l'usage de ce vote en stigmatisant des élus avec étiquette, en disant ils étaient très au courant d'affaires sur des élus qui avaient par exemple joué leur droit de préemption pour empêcher l'importation de commerces dits ethniques ou par exemple de kebab dans des centres-villes de villes un peu plus grosses de la région. Donc ils disent il y a une hypocrisie, les élus qui ont des étiquettes politiques se disent pas racistes, mais font quand même pourquoi nous on ne pourrait pas œuvrer non plus au niveau local par le biais de notre plan local d'urbanisme, par le biais des leviers qu'on a, c'est-à-dire de connaître les gens qui viennent déposer leur permis de construire, qui passent en mairie, donc on va refouler ceux qui ne paraissent pas suffisamment correspondre à ce qu'on veut localement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais il me semblait important de dire que du coup, étudier un peu les deux choses. Je pense que dans le monde du travail, on manque d'enquêtes sociologiques concrètes là-dessus, mais il y a aussi des privilèges pour les personnes qui sont blanches.
qui appartiennent au groupe majoritaire, y compris dans le monde ouvrier, et que du coup les mobilisations syndicales me semblent être un rempart à ça, et que du coup sur le terrain localement, c'est pareil, les politiques locales, municipales, la stigmatisation depuis des années. Éric Zemmour a encore dit que les HLM étaient, je ne sais plus, j'ai vu que l'Union sociale d'habitat aller porter plainte contre certains des propos qu'il a tenus récemment. Donc voilà, des élus qui mettent en place des politiques non discriminatoires d'accès aussi au logement social, une revalorisation du logement social, ça me paraît être aussi des formes d'action, des remparts là-dessus. Et voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et j'espère avoir été claire. Et je pense qu'on pourra échanger ensuite à partir des autres interventions. Merci beaucoup. C'est passionnant, effectivement, la manière dont tu montres comment des années de politique de droite, de droite traditionnelle, mais des politiques racistes, créent un terreau très favorable au vote d'extrême droite. Et on y reviendra. Hugo, avec le collectif Focal, vous avez mené une enquête ethnographique quantitative en sortie d'urne, ce qui signifie qu'ils sont allés devant les bureaux de vote et qu'ils ont fait passer des questionnaires aux personnes qui sortaient du bureau de vote. Dans 2 villes populaires, donc une ville en banlieue parisienne et une ville dans l'ancien bassin minier lensois. Avec cette enquête, vous avez cherché à cartographier la manière dont les rapports salariaux façonnent les orientations politiques, à comprendre comment des statuts professionnels parfois très proches créent des options politiques antagonistes, comment des petites distances sociales créent de grandes distances politiques. Le livre, on peut le montrer. Il est là, il sort demain en librairie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette enquête? Oui, je peux, je crois. Merci en tout cas pour l'invitation, Red et Espace Marx, et merci pour la salle. Moi, je vais aussi, je vais faire mon sociologue. On nous invite pour parler de Zemmour en 2022 et on nous parle de choses qui se sont passées avant, etc. Mais je pense aussi que, comme Violaine, notre enquête a des choses à apporter. Alors, je présente très rapidement c'est quoi cette enquête qui sort donc demain dans un bouquin qui s'appelle Vote populaire. En fait, c'est une enquête qu'on a menée, qui est d'abord une enquête collective, il faut le dire, qui a été menée avec des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales, donc beaucoup de sociologues, mais aussi on avait des historiennes dans l'équipe. Et c'est parti en 2017 de l'idée que souvent, pour analyser les élections, on avait un peu une insatisfaction à les analyser à partir de ce que produisaient les sondages, et notamment les sondages de sortie des urnes. Non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais à notre sens, il y avait un peu 3 limites, 3 défauts de ces analyses-là. La première, c'est que souvent était mise en avant l'idée que les classes populaires votaient pour l'extrême droite. Un peu cette idée-là qui a été un peu rappelée. Et nous, au contraire, on faisait l'hypothèse plutôt non pas que les classes populaires votent pour l'extrême droite, mais qu'il y avait une polarisation au sein des classes populaires entre un vote d'extrême droite, mais aussi un vote pour la gauche radicale. En l'occurrence, ce vote-là, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon, pour Jean-Luc Mélenchon dans la dernière élection présidentielle. Deuxièmement, dans ces sondages-là, dans ces données nationales, une relative absence des trajectoires, des personnes en tout cas qui avaient connu une trajectoire migratoire. Soit qu'elles étaient trop écrasées dans ces enquêtes, qui souvent n'ont pas des échantillons assez suffisants pour bien les étudier, soit qu'elles étaient totalement absentes, en tout cas on n'en parlait pas de ces personnes, et Violaine a rappelé l'importance aussi de tenir compte de ces enjeux-là liés à la racialisation des rapports sociaux. Et puis, surtout, le désintérêt, en tout cas un manque de données pour l'articulation des questions entre politique et travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé très fort. Et en ce sens-là, alors nous, on avait évidemment lu le bouquin que tu avais écrit pour écrire le nôtre, mais là, de la manière dont tu le présentes, en fait, je retrouve vraiment des tas de choses par rapport à ce qu'on a pu raconter. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? En fait, on a fait donc une enquête qui s'appelle Sortie des urnes, c'est-à-dire que très concrètement, on a été, donc on avait 80 enquêteurs, enquêtrices, on s'est pointé devant les bureaux de vote le jour du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et on a fait passer des questionnaires aux gens. Les gens sortaient, on peut vous arrêter 2 minutes, en réalité c'était plutôt 10-15, pour vous faire passer, mais ça on ne leur disait pas, pour vous faire passer un questionnaire, et donc on a choisi 2 villes pour ça, tu l'as dit, Méricourt qui est dans le bassin minier-lensois, qui est une ville d'environ 12 000 habitants, et Villeneuve-Saint-Georges, une ville de 30 000 habitants dans le Val-de-Marne, donc juste à côté de Paris. Et notre critère, c'était à la fois que ce soit des villes populaires, puisque c'est ça qui nous intéressait, et à la fois des villes justement où l'électorat était polarisé, donc sur la base des résultats de l'élection présidentielle antérieure, 2012, entre un vote pour l'extrême droite et un vote
pour la gauche radicale. Donc c'est ça que, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enquête, on pourrait y revenir, mais en gros, on a tiré de ça un peu plus de 2000 questionnaires, après des longues heures passées devant les bureaux de vote, et on en a fait ce bouquin. On aurait aimé qu'il sorte un peu plus tôt, 4 ans et demi après, mais on fait comme si c'était parce qu'on avait choisi le bon timing pour le sortir, et non pas du tout parce qu'on avait mis très longtemps à l'écrire. Donc, je vais revenir rapidement sur les résultats de ce bouquin, j'essaierai de ne pas être trop long, mais je voudrais présenter 3 points, 3 résultats importants, en tout cas que notre enquête invite à considérer et qui sont, tu vas voir, très proches de ce que tu peux raconter. Le premier, c'est l'importance de l'influence des rapports de travail sur la question du vote et la question de l'orientation politique. Le deuxième grand résultat, c'est l'importance de croiser ces rapports de travail avec la question de la racialisation des rapports sociaux. Et on verra que ça a une influence énorme, en tout cas dans notre enquête. Et puis, le dernier grand résultat, c'est plutôt un questionnement sur le rôle des organisations politiques traditionnelles, le syndicalisme et les organisations politiques, sur ces classes populaires dans le vote. Premier grand résultat, j'essaie de faire vite, si je ne suis pas assez rapide, tu me coupes et tu m'engueules. Premier grand résultat, c'est l'importance de réévaluer l'action de la précarité sur le vote. La question de la précarité sur le vote, et en fait il y a une thèse un peu dominante, alors je dirais peut-être pas en sociologie, mais dans une sorte de discours médiatico-sociologique, qui affirme en gros que l'expérience de la précarité dissout l'expérience politique. Et donc en gros la précarité ça conduit soit à l'abstention, soit à un vote pour l'extrême droite. Nous on a voulu nuancer ça et réinterroger le lien entre précarité et vote. Donc notre questionnaire il permettait ça, il y a tout un tas de questions sur la précarité, pareil on pourra y revenir en détail sur comment est-ce qu'on saisit cette précarité, mais c'est ça qu'on a voulu faire. Donc pour expliciter ça, donc cette réévaluation, je vais prendre un exemple très concret. Partir d'une des situations salariales les plus extrêmes, les plus dures, hein. Si on prend Américourt, typiquement donc la ville dans le bassin minier lensois, vous prenez des gens qui sont peu diplômés, qui sont précaires, dans un bassin minier en crise, puisque les mines ont fermé, beaucoup de chômage, etc. Là, évidemment, vous avez cette thèse qui marche, en quelque sorte, c'est-à-dire que sur ces publics-là, l'extrême droite écrase tout, et donc il y a vraiment un effet très clair, au-delà d'un certain seuil de précarité, sur le vote extrême droite. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite nuancer, parce que ça c'est vrai en quelque sorte pour les plus précaires dans ce bassin d'emploi le plus précaire. Quand on déplace un tout petit peu la focale, sur Méricourt par exemple, et dès qu'on s'intéresse aux gens qui ont un petit diplôme, ou un contrat un peu moins précaire, c'est pas forcément des gens qui ne vont pas être intérimaires, par exemple, qui ne vont pas être en période de chômage, de PT, etc. Et bien tout de suite là on a un rééquilibrage des rapports de force. Et on n'a plus le Front National qui écrase tout, mais on a un vrai match, en l'occurrence dans l'élection présidentielle dernière, entre Mélenchon et Marine Le Pen. Donc premier élément de nuance, hein, si on s'intéresse à des petites propriétés, ce qu'on appelle en sociologie des petites propriétés, donc on n'est pas sur des CSP+, Bac+5, etc., mais on a déjà un rééquilibrage. Deuxièmement, dans la population de Villeneuve-Saint-Georges, on ne trouve pas du tout ce lien entre précarité, on ne trouve pas du tout cette relation entre précarité et vote pour l'extrême droite. Y compris, je vais y revenir, chez les personnes qui ne sont pas issues de l'immigration Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Donc, premier résultat, dans les territoires populaires, l'expérience de la précarité n'alimente pas automatiquement un vote pour l'extrême droite et on invite à s'intéresser, donc encore une fois, ces petites propriétés, regarder en détail le diplôme, regarder en détail le contrat de travail, etc. Et puis, Villeneuve-Saint-Georges, un vote qui est décorrélé de cette question de la précarité, qui apparaît en tant que Deuxième résultat, c'est qu'il faut penser avec ce premier, évidemment, c'est la question de l'importance de penser la racialisation des rapports sociaux. Je parle de racialisation des rapports sociaux. Nous, on a attrapé cette question de la racialisation des rapports sociaux dans l'enquête par la question migratoire, puisque en France, on ne peut pas poser dans les enquêtes, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, êtes-vous afro-américain, hispano, nous on ne peut pas dire êtes-vous blanc, noir, africain, etc. Et donc on pose la question dans notre enquête, avez-vous un parent ou un grand-parent né à l'étranger? C'est comme ça qu'on reconstruit, on prend beaucoup de précautions de langage quand on en parle, on suppose que les personnes qui déclarent un parent né un parent ou un grand-parent né en Afrique subsaharienne sont des personnes plus susceptibles de vivre du racisme au quotidien, d'être des personnes racistes. Et donc, ce lien entre les orientations politiques et ce phénomène de racialisation, c'est pas quelque chose que nous on découvre, la littérature l'établit très bien, et pour le dire vite, l'échiquier politique est totalement différent chez les personnes qui sont victimes du racisme que chez les personnes qui ne sont pas victimes du racisme. Chez les personnes qui sont victimes du racisme, on a un très fort vote à gauche,
un vote à gauche qui est extrêmement ancré. En gros, leur vote pour la droite est très sous-représenté et le vote pour l'extrême droite n'existe pas. Vous avez à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle un reportage sur une famille marocaine en banlieue qui vote pour le Front National, etc. Mais ça n'existe pas statistiquement. C'est ça qu'on essaye de montrer. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, il y a un vote spécifique des migrants ou des enfants ou petits-enfants de migrants racisés, en l'occurrence les fils et filles de maghrébins, maghrébines et d'Afrique subsaharienne. Donc ça, encore une fois, c'est pas un résultat, c'est pas quelque chose qu'on découvre, mais le livre permet de préciser ça. Et donc, on établit comment, à l'échelle locale, ces trajectoires de migration vont avoir un propre échiquier politique. Donc, par exemple, on remarque que les enfants ou petits-enfants de maghrébins sont très nettement mélenchonistes dans notre enquête, très majoritairement votés pour Jean-Luc Mélenchon, et les personnes d'origine d'Afrique subsaharienne sont très partagées, non pas du tout entre l'extrême droite, mais plutôt entre Mélenchon et Macron. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder. Si on prend la seule question, disons, de la racialisation. Si maintenant, c'est ce qu'on invite à faire, on couple la question du rapport au travail et la question donc, de la précarité et la question de la racialisation des rapports sociaux, on voit encore que là, il y a des résultats intéressants qui permettent d'affiner l'analyse. Et donc, on va retrouver au sein de ces populations dites racisées une fragmentation, en quelque sorte, une fragmentation de classe. Par exemple, Mélenchon, il va être extrêmement fort chez les personnes d'origine maghrébine en général, mais il va être absolument hégémonique chez les personnes d'origine maghrébine qui vivent une très forte expérience de la précarité. Donc c'est par exemple à Méricourt, plutôt les vieux travailleurs marocains, qu'on a beaucoup dans notre enquête, ou à Villeneuve-Saint-Georges, plutôt des jeunes précaires issus de cette immigration-là. Inversement, si on prend les gens d'origine subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne, on va avoir des scores Macron qui vont être élevés, davantage chez ces personnes-là quand elles sont cadres ou qu'elles ont davantage une situation sociale beaucoup moins précaire. Donc on retrouve, et donc d'où l'importance d'articuler ces deux éléments-là. Donc ce qu'on veut dire là, c'est que parler d'un vote ethnique, c'est réducteur, qu'il y a effectivement un effet de la racialisation, mais qu'il faut articuler, toutes ces approches intersectionnelles qu'il faut vraiment intégrer. Il faut articuler cette question des expériences du racisme, des expériences de ce que fait par exemple une trajectoire migratoire vécue directement au sein de la famille, avec les rapports de travail. Je finis sur la dernière question qui est la question des organisations politiques. On a pris deux territoires qui sont très spécifiques, qui ont une très longue tradition. Tu revenais aussi sur l'histoire de ton territoire, c'est aussi quelque chose qu'on a fait, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui ancre aussi les cultures politiques. Et donc nous, on est dans deux territoires qui sont historiquement des territoires où il y a des histoires de lutte, des histoires syndicales très fortes. Ce sont deux villes, à l'époque, on les étudie de mairie communiste. Donc l'histoire de Villeneuve-Saint-Georges, c'est plutôt une tradition autour des cheminots qui est très forte, et puis des luttes autour de la mine à Méricourt. Et donc, il y a toute une littérature aussi qu'on voulait contredire sur l'idée que les gens qui votent FN, ça va être des anciens communistes ou des anciens cégétistes qui sont devenus tout d'un coup des personnes racistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu à la fois démentir et que nos résultats permettent de préciser. On a deux formes de résistance chez ces catégories populaires qu'on étudie. On a d'abord les personnes qui ont un ascendant ou qui eux-mêmes étaient engagés dans une organisation ouvrière. Chez ces personnes-là, on observe que cette caractéristique, c'est-à-dire d'être soi-même ou d'avoir un parent qui est engagé dans une organisation ouvrière au sens très large, la CGT, ou alors ça peut être une association, le Secours populaire, etc. Ça protège, entre guillemets, du vote Front National. Donc, par exemple, on prend cet exemple-là souvent pour illustrer, on a à Méricourt une personne qui coche toutes les cases de, a priori, ça devrait être une personne qui vote Front National. Elle est précaire, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas beaucoup de diplômes, etc. Et puis, elle nous dit qu'elle vote à gauche, et quand on s'aperçoit, quand on discute avec elle, informellement, ce que permet aussi ce mode d'enquête, on s'aperçoit que c'est le fils de l'adjointe à la culture communiste de la ville. Et donc là, il y a un poids, en quelque sorte, une protection, disons, de cette organisation-là. Et puis, la mine, et les gens qui ont un ascendant de la mine, enfin, quelqu'un, un parent qui travaillait dans la mine, là, il y a une histoire syndicale très forte qui protège encore en héritage, en quelque sorte, même si on sent que c'est quelque chose qui se dissout, qui est de plus en plus éloigné, qui protège. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on observe que l'inscription dans la ville, l'inscription dans le territoire, est aussi quelque chose qui protège. Donc, on a demandé aux gens depuis combien de temps ils habitent là. En gros, on remarque que les gens qui habitent là depuis très longtemps ou depuis tout petit sont des gens qui tendanciellement votent plus à gauche. Et
Et donc là, c'est pas simplement le fait d'habiter dans la ville, c'est le fait, tout ce que porte la ville. Ce que tu disais aussi sur le territoire, on invite à penser le territoire comme un lieu qui structure les orientations politiques pour ce qu'il est, dans ses considérations socio-économiques, de travail, etc. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ces grands résultats, simplement peut-être résumer l'essentiel aujourd'hui des résistances, puisque la question c'était qui vote Front National, ou aujourd'hui nous c'est plutôt qui résiste, en miroir la question. Ça va plutôt être du côté des pôles de résistance, du côté des personnes racisées, encore une fois, à prendre ces questions de racialisation avec la question des rapports de travail. Et puis, dans ce qu'on pourrait appeler les franges supérieures des classes populaires, c'est-à-dire celles et ceux qui ont des attributs qui permettent de résister un peu davantage. Je reviens sur cette histoire du petit diplôme, du contrat un peu moins précaire, mais qui a encore quelque chose de protecteur. Et ça, évidemment, ça interroge les organisations, disons la gauche, etc., puisque sur le dernier point, la question des structures organisationnelles ouvrières, on sait qu'elles sont en déclin. Tu rappelais l'importance du syndicalisme, etc. Mais on sait que tendanciellement, ce sont des choses qui déclinent, et donc ça pose une question, en tout cas, sur ces formes de résistance. Merci. Tu as très bien résumé tes propres résultats, mais voilà, même si vos travaux de recherche peuvent ne pas être totalement faits là, ces derniers mois, ils offrent quand même beaucoup de pistes de réflexion entre ce qui produit le vote d'extrême droite, tu l'as dit, la fragmentation des espaces de vie jusqu'à la question du logement, en refusant du logement collectif, l'atomisation des collectifs de travail, et puis voilà ce que tu disais aussi sur ces propriétés un peu qui prémunissent de voter pour l'extrême droite. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, les sociologues, mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité très rapidement. Aujourd'hui, la nouveauté, ce qui a beaucoup changé par rapport à surtout l'enquête sur les présidentielles de 2017, c'est l'arrivée d'Éric Zemmour. On sait qu'il doit à peu près les 15% de son électorat à d'anciens électeurs de Marine Le Pen et de la droite traditionnelle. Vous pensez que Zemmour s'implante de quelle manière à l'intérieur des territoires que vous avez enquêtés? Ça peut être beauté en touche, si vous voulez. Tu veux... Le micro marche plus. Non, effectivement, on a du mal toujours à répondre à ces questions. D'une, c'est très actuel, et puis on a du mal à répondre des choses quand on n'a pas de données aux enquêtes. Mais si on prend... ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant avec Zemmour, c'est que même si c'est très, à mon avis, discutable d'un point de vue, là je parle strictement sociologique, il pose une option stratégique, où en tout cas il a répété plusieurs fois, moi je veux l'alliance des classes populaires et des classes supérieures, de droite, etc. Et la seule question, c'est en gros, c'est est-ce qu'il va réussir son pari. A priori, si on regarde les sondages, pour le coup, nationaux, il prend plutôt, donc déjà dans un électorat très masculin, et plutôt assez supérieur, et plutôt en gros les gens qui votaient à droite. Donc en fait, pour répondre à la question, il faudrait regarder les gens qui votaient à droite, est-ce qu'il va réussir à récupérer ce vote-là. Nous, sur notre enquête, ce qu'on avait vu, c'est que les classes populaires de droite, c'est-à-dire qui votaient Fillon auparavant, enfin qui auraient dû voter Fillon à cette élection-là, en tout cas à Villeneuve-Saint-Georges, ont beaucoup plus voté Macron. Donc Macron avait récupéré, disons, une partie du vote populaire de droite, parce qu'il y a un vote populaire de droite, hein, il faut arrêter avec ce mythe de les classes populaires de sa gauche, etc. Et Macron avait un peu réussi ce pari des classes populaires. Zemmour, pour l'instant, a priori, prend plutôt les classes pas populaires de droite. Moi, je pense qu'il, pour répondre à la question, il faudrait voir s'il réussit à récupérer les classes populaires de droite, mais toujours avoir en tête que c'est ça. Je ne crois pas du tout au pont, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les classes populaires de gauche qui deviennent soudainement d'extrême droite. Ça ne s'est jamais vérifié. Il y a des tas et des tas d'enquêtes qui le montrent pour Marine Le Pen. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui se réalisera pour Zemmour. Et en tout cas, les premiers éléments d'analyse qu'on a ne donnent pas du tout cette direction. Mais nous, on a enquêté plutôt des territoires de gauche, mais toi, tu as enquêté plutôt des territoires de droite. Oui, non, c'est difficile de répondre. Ce que je peux dire, c'est en votant en touche. Moi, je me souviens de ce qui m'avait frappé,
qui a peut-être des éléments de réponse d'ailleurs. Non, moi ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais rencontré beaucoup de gens qui avaient été des électeurs de Sarkozy et qui, en 2012, étaient extrêmement. Voilà, le côté qui s'était rendu compte du côté, le côté bling, etc. Ils avaient, voilà. Et je pense que Zemmour, il apparaît quand même comme quelqu'un de classe sup. Enfin, du coup, voilà. Moi, je me souviens du maire qui avait vu Fillon en déplacement, etc. Le maire de la petite commune de 2000 habitants avec lequel j'échangeais régulièrement. Et j'imagine bien comment l'affaire Fillon a pu renforcer dans l'idée de... voilà, il voyait Fillon comme quelqu'un de très travailleur, très respectable, côté bon père de famille, voilà. Donc ils étaient en admiration devant la famille de la Verpierre, qui était quand même des aristocrates, fonctionnaires, etc. En tout cas, les élus, pas forcément tous les électeurs de la commune, mais les élus qui avaient pu côtoyer comme ça un peu ces responsables politiques locaux. Et donc, ils avaient un peu ce discours de dire essayons Marine Le Pen, parce que du coup, comme elle était pas aux affaires, il y avait un peu un côté. Voilà. Donc, en fait, il y avait aussi un grand rejet des journalistes, etc. Donc, je pense que Zemmour, il apparaît, je sais pas, on va faire des enquêtes, hein, mais il y avait aussi un grand rejet des personnes qui maîtrisent trop bien la parole, etc. Donc Zemmour apparaît peut-être quand même auprès de certaines fractions populaires comme ça qui peuvent être stables, vous pourriez qualifier, ou il peut apparaître comme quelqu'un qui maîtrise trop bien, soit il apparaît comme quelqu'un qui dit des choses vraies, que plein de gens font sans le dire, soit il apparaît comme quelqu'un qui est trop, qui parle trop bien pour être honnête, quoi. Je sais pas. Merci. Je précise qu'on fera un temps questions-réponses avec la salle. Donc, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez y réfléchir pour après. Oui, donc cette question de est-ce que Éric Zemmour va réussir à conquérir ces espaces populaires? C'est une question qui se pose, que Marine Le Pen doit beaucoup se poser. Elle a quand même, rappelons-le, pendant les 5 dernières années, été annoncée par tous les sondages d'opinion comme pouvant accéder au deuxième tour. Et puis là, il y a quelques mois, la candidature Zemmour, qui au départ paraissait même être un canular pour certains, l'a fait dégringoler dans les sondages. Elle pourrait même faire de la peine parfois sur certains plateaux. En tout cas, elle qui a essayé de se débarrasser pendant longtemps de cette posture un peu diabolique, elle a essayé donc de se dédiaboliser. Et là, tout d'un coup, Éric Zemmour arrive et justement se positionne sur toutes ces thématiques sur lesquelles elle a essayé de s'adoucir. Un élément là-dessus qui ça me vient quand on t'en parle, c'est que il y a toute une partie des classes populaires, on sait, qui s'abstiennent aussi. Et peut-être pour dire ce que n'a pas réussi à faire Zemmour, c'est qu'il n'a pas réussi à arriver à mobiliser ces classes-là. En tout cas, pour l'instant, dans les sondages, c'est-à-dire que quand Zemmour il arrive, il déclare sa candidature, etc., ça fait baisser la droite, ça fait baisser Marine Le Pen, mais il n'amène personne de nouveau avec lui. Il n'amène pas des classes populaires qui ne votaient pas, etc. Donc ça, c'est peut-être un élément de réponse. On verra s'il prend les classes populaires qui votent, mais en tout cas, il ne prend a priori pas déjà les classes populaires qui votent. D'accord, il siphonne l'électorat. C'était quasiment arithmétique dans les premiers sondages quand il arrive, c'était une baisse, on pouvait savoir à qui il avait pris 5 points, 6 points, etc. Donc Nicolas, tu couvres l'extrême droite pour Libération et tu fréquentes les meetings de l'extrême droite. Est-ce que tu, donc toi, au contact de ces militants, est-ce que tu vois des grandes différences, déjà des différences d'ambiance, des différences approximatives de sociologie, on pourrait dire? Est-ce que tu peux nous parler dans le même temps des différentes stratégies, donc la stratégie d'Éric Zemmour et la stratégie électorale de Marine Le Pen, et peut-être également un point, on a l'impression que leurs programmes se ressemblent, leurs propositions se ressemblent. Est-ce qu'il y a des éléments de distinction, peut-être notamment sur l'aspect économique qui est toujours très attendu sur les formations d'extrême droite qui se positionnent sur les questions de racisme, les questions de sécurité, mais peu sur les questions d'extrême droite en laissant sur le profil du coup des militants, là je parle un peu sous le contrôle aussi de Lucie avec qui j'étais à Reims ce week-end, c'est assez visible que les militants frontistes ne sont pas les militants zémouriens. S'il y a
une sociologie plus de l'Ouest, aisée, on va dire ouais, de la bourgeoisie catholique chez les jeunes zémouriens. OFN, ORN, pardon, j'ai l'impression que pas du tout, quoi. On voit vraiment deux catégories totalement différentes. Ce qui ne veut pas dire que derrière, dans les intentions de vote, ce soit aussi tranché, même si ça l'est quand même, quoi. Enfin, je veux dire, la sociologie des gens qui vont au meeting de Zemmour est tellement particulière et tellement visible qu'à mon avis, qu'on ne la retrouve pas exactement dans les intentions de vote, quoi. Sur la question de la stratégie, du coup, voilà, là vraiment je fais de la sociologie dégueulasse, mais je reprends ce qu'ils disent. Hein, donc, voilà, donc il y a vraiment cette idée que chez Zemmour et les Zemmouriens, ce que lui-même a dit, hein, puisque l'avantage avec Zemmour, c'est qu'il théorise, il raconte ce qu'il fait en fait. Donc les discours de Zemmour sont autant des discours politiques que de théories politiques, donc il vous raconte ce qu'il est en train de faire. Cette idée que Marine Le Pen, du coup, a créé un ghetto d'ouvriers, le ghetto c'est son terme, hein, d'ouvriers et d'employés, ce qu'un autre sondeur qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie, qui est un petit peu le mec qui inspire la stratégie de Marine Le Pen, quoi, et des gens autour, dit qu'en gros, les électeurs, Marine Le Pen recueille dans sa nasse en fait, ces catégories populaires, donc qui sont à la fois les ouvriers, les employés, mais aussi ceux, les 24-35 ans, les titulaires, pas forcément les sans diplôme, mais les titulaires d'un diplôme type CAP, les petits diplômes, en gros le petit blanc du lycée technique, quoi. Donc il y a ça, donc il y a cette idée-là que tout ça, Marine Le Pen fait plutôt le plein là-dedans, que c'est un électorat qui n'est pas forcément très mobile, et que surtout c'est un électorat qui dégoûte un autre électorat, quoi. C'est ce que répètent les gens du RN, c'est les mecs de droite, entre un Pécresse et une Le Pen, ils voteront forcément Pécresse, même s'ils savent que Pécresse n'est pas une vraie patriote, mais parce que le vote Le Pen, c'est le vote de la femme de ménage, quoi. Donc il y a cette idée-là. Donc Zemmour, donc il y a cette stratégie-là qui est assumée aussi de la part de Marine Le Pen. C'est la raison pour laquelle elle fait ses marchés, elle essaie vraiment de faire de la France des oubliés, quoi. Elle a complètement mis de côté le côté j'essaye d'attirer les Mariani, les XLR pour faire un grand rassemblement. On est vraiment sur le rétrécissement auprès d'un électorat qu'elle considère le sien. Et donc face à ça, il y a Éric Zemmour qui théorise donc l'union des droites. Et l'union des droites, c'est ce que tu as très bien dit, l'union grâce aux thématiques identitaires de classes sociales différentes, quoi. Donc ça, c'est le truc d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je constate un peu avec amusement qu'il y a un discours presque de lutte des classes chez certains cadres du front, là où, au contraire, Zemmour, lui, est totalement, refuse cette lutte des classes et dit voilà, etc. Donc c'est ce qui pose aussi problème pour Marine Le Pen, hein, parce que ces cadres emploient parfois ce genre de rhétorique, quoi, bloc populaire contre bloc élitaire, ce genre de choses, mais ils sont obligés de ramener un truc qui est tout simplement le nationalisme dedans. Donc en gros, parce qu'ils vont avoir besoin des votes de Zemmour au deuxième tour, donc ils disent en gros mondialiste, le clivage mondialiste patriote, qui est quand même le clivage de Marine Le Pen qu'elle cherche à installer. Dans ce cas-là, Zemmour est avec les patriotes. En revanche, dans le clivage bloc élitaire, bloc populaire, Zemmour est dans le bloc élitaire. Donc en gros, c'est le truc. Et pour ta dernière question, qui était plus la question du programme, alors Zemmour, il commence vraiment, il parle un peu plus de pouvoir d'achat depuis quelques temps, après vraiment avoir dit que c'était pas son sujet, quoi. Donc il en parle. Après, oui, il est sans doute beaucoup plus libéral évidemment que Marine Le Pen, quoique Marine Le Pen est venue montrer patte blanche au patron du Sacré-Tic il y a 2 semaines. Donc c'est un lobby de patrons dans lequel elle est venue donc déjeuner avec eux en leur répétant que la hausse du SMIC c'était vraiment pas pour elle, que s'il y avait hausse de salaire c'était possible grâce à une baisse de charge sur l'augmentation de salaire. Donc, ce que Zemmour lui aussi propose, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des hausses de salaire, c'est des baisses de charge en fait.
Après, il y a ce côté, chez Marine Le Pen, il y a peut-être la promesse, c'est 200 € par mois à la fin du mois, grâce à des baisses d'impôts, des baisses de charges, mais voilà. Puis il y a ce symbole de la retraite à 60 ans. Alors là, je ne peux pas trop vous en parler parce qu'on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que c'était pas vraiment prévu que Marine Le Pen bouge dedans. Les lundis soirs, sur France 2, elle a visiblement reculé par rapport à son projet initial. Donc là, c'est une sorte de totem quand même qui vraiment effrayait beaucoup les cercles patronaux, que Marine Le Pen essaye d'amadouer, quoi, pour pas trop faire peur, quoi. Mais bon, ceci dit, enfin, regardez la difficulté qu'a eu Marine Le Pen à avoir un trait, qui ne vient pas forcément de l'image de Marine Le Pen, mais vient tout simplement du fait que Marine Le Pen n'a pas de réseau, a été incapable d'avoir des réseaux, je sais pas, d'argent, de patronaux, etc. Là où avec Zemmour, on a beaucoup plus facile, et ce qui permet de renvoyer vers une excellente enquête de Mediapart sur les donateurs de Zemmour. D'ailleurs, le Rassemblement national, on voit qu'il est en train de se faire siphonner donc, au niveau de ses électeurs, mais aussi au niveau de ses cadres. La campagne est quand même rythmée par les annonces de tel ou tel cadre qui quitte les LR ou le Rassemblement national pour rejoindre Éric Zemmour. Nicolas, peut-être très rapidement, le parti en tant que tel, Rassemblement national, aujourd'hui, c'est quoi d'un point de vue humain, d'un point de vue militant, ça représente quoi? Plus grand chose. C'est très difficile de dire parce que tout le monde ment, hein, évidemment. Donc, Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, annonce 100 000 adhérents. C'est difficilement vérifiable, c'est sans doute faux. Mais enfin, s'ils se disent qu'ils en ont 100 000, c'est qu'ils sont plus proches, je pense, des 50 000 que des 20 000. Le RN, en revanche, ne prétend même plus avoir 30 000, 40 000, 50 000 adhérents, quoi. Le RN est à peu près autour de 20 000 adhérents. Là-dessus, il faut, je pense, c'est un chiffre qui est peut-être lui-même exagéré. Au niveau des délégués départementaux, il y en a un certain nombre qui sont partis. Au niveau des cadres, ça tient encore. Donc il y a eu quelques défections, hein, qu'on a vues, mais ça tient encore au niveau des cadres intermédiaires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout parce que en fait, l'année dernière, au moment des investitures pour les régionales, ils ont vraiment encore purgé. Il y a eu un taux de renouvellement des investitures qui fait que vraiment ce qui reste là, c'est des gens qui n'ont aucune autonomie par rapport à Marine Le Pen. S'ils se barrent, c'est vraiment que ça pue. C'est un parti qui est surendetté, qui a failli mettre la clé sous la porte, qui a des difficultés de financement de trésorerie, qui font que, en gros, s'il y a des défections au moment où pourtant Marine Le Pen tient plus ou moins sa deuxième place, et Éric Zemmour continue à barboter autour de 12, 13, 14, c'est évidemment parce que tous ces gens-là voient qu'il y a, font le pari qu'il n'y a pas d'avenir au Rassemblement national et que le parti en tant que tel est mort. Ça ne veut pas dire que Marc Le Pen est morte. Ces gens-là se disent Le Pen, au bout de trois défaites, elle va partir. Elle a dit qu'elle ferait de la politique, mais sans doute sous une autre forme si elle perdait. Donc en fait, il y a vraiment un jeu qui se joue après l'élection présidentielle. Et pour cela, c'est difficile de s'y prendre, je pense, ce qu'on me dit, c'est difficile de se réveiller au moment des législatives en disant allez, maintenant je rejoins Reconquête. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à le faire, quoi. On voit dans vos interventions que ces candidats font quand même face à des limites électorales. On parle de plafond de verre. Le Rassemblement national, donc le FN à l'époque, faisait vraiment face à un plafond de verre au niveau des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait un écart d'électorat entre les hommes et les femmes qui était énorme, c'est ce qu'on appelle le gender gap. Et Marine Le Pen est parvenue non seulement à le combler, mais même à le dépasser, puisqu'elle réalise aujourd'hui 20% d'intention de vote chez les femmes. Lucie, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est parvenue à rétablir cet équilibre? Oui, alors, merci pour l'invitation. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement qu'il y a un gender gap dans toute l'Europe, en fait, pour l'extrême droite. On observe généralement un survote masculin pour l'extrême droite et les femmes qui votent moins pour voilà. C'était très vrai en 2002, où en fait, Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête du vote masculin. Il
ça c'est quelque chose qui avait été assez peu souligné, mais en fait, voilà, chez les hommes, c'était le premier tour, il était en tête. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête justement pour repenser votre démo, parce que je pense que l'élection de Louvain est fondamentale. Donc quand elle prend parti en 2011, donc elle se présente à l'élection de 2012, on commence à voir ce fossé légèrement bouger. Alors elle n'a pas encore eu le temps de beaucoup installer sa candidature, mais elle va à partir de 2012 et ce sera très marqué en 2017, jouer la carte des femmes. Alors il y a plein d'axes. C'est à la fois que les femmes sont beaucoup plus sensibles, votent moins pour les extrêmes de façon générale, ça c'est là. Donc elles vont être sensibles à tout ce qu'on va appeler la dédiabolisation, avec plein de guillemets, la normalisation, le fait qu'elle va exclure les personnalités les extrémistes de son parti, en tout cas les exclure de la photo. Ensuite, elle va elle-même, et ça, alors là je reprends vraiment les travaux, c'est absolument pas les miens, mais bon, évidemment Nina Meyer, les gens qui ont travaillé avec elle, et puis Frédéric Matonti qui a écrit Le genre présidentiel et qui parle d'une co-construction entre les médias et Marine Le Pen sur la féminité de sa candidature. Donc il y a une part des médias qui vont la présenter comme voilà, tout d'un coup ça devient un people, on va s'intéresser à sa famille, c'est la fille d'eux, la tante d'eux, etc. On n'a pas encore tout le sketch sur les chats, mais ça va venir très vite. Enfin, voilà, c'est une femme, comment elle pourrait être nazie alors que c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui avait la rappelé à Reims, qui a vécu des choses très très dures dans sa vie. Et donc, voilà, ça c'est. Donc, il y a une co-construction, il y a aussi une part du sexisme des médias qui, à chaque fois qu'elle apparaît, décrit sa coiffure, ses vêtements, ça c'est assez classique sur le personnel politique, mais voilà, il y a ça. Et aussi, programmatiquement, elle va quand même un peu plus parler la France des oubliés, mais notamment des oubliés EES et d'électrices. Alors ça va, de fait, ça va répondre assez rapidement parce que c'est elles qui vont survoter. Maintenant, en 2017, il y a un survote féminin pour l'extrême droite, donc on est vraiment dans une inversion du gender gap. Et qui vient notamment de ces femmes précaires. Là, on a à nouveau reparlé des familles monoparentales. Voilà, ça c'est évidemment quelque chose qui n'était pas du tout dans le logiciel de Jean-Marie Le Pen et qu'elle a très fortement mis en avant. Oui. Il y a une réflexion que je me suis faite, parce qu'ils ont évidemment le FN a un discours anti-paritaire comme souvent à l'extrême droite, mais il bénéficie, en fait, c'est assez marrant, qu'il bénéficie de la parité, c'est-à-dire en fait la parité oblige le RN, parti absolument pas en pointe sur ces questions-là, à faire monter des femmes, c'est-à-dire en fait, concrètement, les listes européennes, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Aujourd'hui, vous avez une chef de délégation qui s'appelle Hélène Laporte au Parlement européen, après la défection de Jérôme Rivière, qui est une femme. Vous avez au congrès de Perpignan en juillet, il y a Marine Le Pen qui a dit regardez, elle s'est fait photographier avec tous les élus, etc. Sous-entendu, il n'y a pas besoin de parité pour faire monter les femmes, etc. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'elle bénéficie auprès de son électorat de cette image-là. Et en fait, c'est des mesures contre lesquelles, des mesures paritaires contre lesquelles elle a toujours lutté. Ils ont toujours lutté. Donc voilà. Oui, comme s'ils atteignaient la parité sans contrainte, voilà, de manière spontanée. Ça, ouais. D'accord. On a beaucoup parlé de l'électorat du Front National, mais j'aimerais que tu nous parles de la progression idéologique. Donc la manière dont les idées d'extrême droite se développent dans tout le spectre politique, dans tout le spectre médiatique, et revenir peut-être au personnage de Zemmour, qui bénéficie d'une surface médiatique qui est exceptionnelle. À quoi c'est dû et jusqu'où peuvent aller ce déploiement idéologique? C'est dur. Je sais pas, je pense qu'il faut remonter dans le cas de Zemmour. D'abord, il faut raconter la responsabilité du service public. Puisque quand même, avant de parler de Bolloré,
pas qu'une création de Bolloré. Éric Zemmour, c'est d'abord une création du service public. Il apparaît sur le service public à partir de 2006, après avoir écrit un livre qui s'appelait Premier Sexe et dans lequel il développait ses théories contre les féministes, contre ce qui allait déjà détruire la société. Et c'est ce moment où Catherine Bernard, qui travaille dans l'émission de Laurent Ruquier, la productrice, le repère et se dit « Ah, ça c'est quelqu'un qui m'intéresse et qui va être très bien pour mes plateaux. » Voilà, on est déjà dans cette culture, stylardisson, etc., où on veut faire du buzz. 2006, il sort un peu, le service public commence à le mettre en avant. Ensuite, je pense que grand point de rupture, puisqu'on parle un peu de la progression des idées d'extrême droite dans les médias, je pense que la manif pour tous a été un point de rupture assez important. On en parlait tout à l'heure dans les cortèges, il y avait justement ce bloc populaire et ce bloc élitaire qui étaient ensemble. On a vu Versailles défiler avec des milieux populaires, etc. Enfin, c'était quand même des... Puis ça a frappé la mobilisation énorme. À partir de là, on a vu des médias se dire il faut qu'on rattrape quelque chose. Il y a eu pas mal de débats dans la rédaction, il faut qu'on rééquilibre. Voilà. Et Éric Zemmour publie le Suicide français en 2014, et là, il va devenir effectivement omniprésent. Alors aussi parce que c'est un succès de librairie, mais il faut quand même raconter déjà fait qu'il était déjà omniprésent grâce au service public. Ensuite, il y a les guerres internes de l'extrême droite, et Éric Zemmour capte bien justement une colère, et je pense que la question du genre est très importante en fait. Évidemment pas que ça, mais il y a une frange radicale de l'extrême droite qui ne s'est jamais reconnue. Alors d'abord parce que Marine Le Pen les a un petit peu virés de la photo, mais aussi qui ne s'est jamais reconnue dans son discours, même s'il était de façade républicain, etc., donc une frange beaucoup plus radicale, et à qui le discours extrêmement violent, d'un racisme complètement assumé d'Éric Zemmour a plu. Donc après, il y a la stratégie Bolloré qui arrive au moment de la convention de la droite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en 2019, là c'est vraiment un événement interne aux batailles entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Donc il y a cette grande convention de la droite, ce discours assez fou d'Éric Zemmour, qui est déjà un discours d'appel à la guerre civile et qui est retransmis en direct. Enfin, j'avais jamais vu autant de médias retransmis en direct par LCI. Quasiment 1 heure de haine, d'appel à la haine contre les musulmans. Donc ça, c'est un point de vue médiatique. Et là, c'est le moment où Vincent Bolloré se dit « Ah mais pourquoi je lui offrirais pas 1 heure d'antenne par jour ?» C'est à partir de là qu'il est embauché. Plus profondément, c'est vrai que cette idée de percer un peu pour l'extrême droite, d'arriver à investir les médias, c'est quelque chose qui obsède toute cette frange du monde de droite depuis très longtemps, mais depuis au moins 10 ans. Et notamment, je reviens au moment Manif pour tous, on a vu tout un tas de gens que vous voyez aujourd'hui partout, les Eugénie Bastier, les Charlotte Dornelas, Geoffroy Lejeune. C'est des gens qui vraiment se sont mobilisés à ce moment-là et se sont dit qu'il fallait investir les médias. Donc, soit en créant leurs propres médias, donc on a vu la création d'Incorrect, soit retourner des médias comme Valeurs Actuelles, qui était un peu la droite, mais bon, qui n'était pas complètement l'extrême droite. Là, ils avaient complètement changé, radicalisé la ligne éditoriale. Et puis investir le Figaro, enfin, toute une génération très identitaire, très réactionnaire, qui à ce moment-là est partie à l'assaut des médias, il faut dire, et avec un service public, comme on le voit aujourd'hui, pour doctrine, le pluralisme, les 15 minutes pour les juifs, 15 minutes pour les clercs, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc je pense que c'est un peu le combo de tous ces facteurs qui a fait que, effectivement, on a vu un paysage médiatique totalement se transformer. Et aujourd'hui,
pléthore de médias d'extrême droite, alors qu'avant c'était quand même des petites niches, c'était, voilà, là ils ont quand même de la puissance, et puis aussi ils ont investi les chaînes d'information continue, voilà. Ouais, bien sûr. Là-dessus, ce qui est marrant, c'est qu'il faut noter à quel point Zemmour et à quel point Marine Le Pen n'a jamais bénéficié en fait de cet écosystème d'extrême droite. C'est-à-dire que là, vous avez concrètement un hebdomadaire qui roule pour lui, mais enfin, c'est pas qui penche pour lui, quoi. C'est qui roule pour lui, quoi. Les mecs n'ont même pas de page presse. Valeurs actuelles. Ouais, Valeurs actuelles, c'est une radio maintenant qui reprend grosso modo ses thèses et qui fait vraiment. Enfin, sur le en fait, c'est très simple. Hein, sur le terrain, vous avez des gens qui vont en boîte avec les Zemmouriens, et des gens qui boivent des coups entre journalistes. Et les gens qui boivent des coups avec les Zemmouriens, c'est News, Valeurs Actuelles, Europe 1. Et en fait, vous avez vraiment ces trois trucs externes. Bon, alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que Europe 1 est en chute libre dans les audiences, ce qui montre bien que c'est pas forcément. Comment Sud Radio aussi, il y a aussi Sud Radio. Alors, bon, je connais moins le cas de Sud Radio, mais en fait, enfin, tout ça, c'est vraiment des groupes qui entretiennent en plus. Surtout Valeurs Actuelles, qui entretiennent vraiment des relations exécrables avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, il méprise Marine Le Pen, qui n'est pas cultivée, qui aime ses chats tandis qu'ils aiment les livres, etc. etc. Marine Le Pen le leur rend bien parce qu'elle les voit à juste titre, jusque Zemmour, et on va voir en tout cas à juste titre comme en gros des comploteurs de sacristie, et c'est des Paul-Marie Couteau, enfin c'est des types qui prennent du GHB. Bon, sont vraiment des gens peu recommandables sur le plan moral, tout en ayant tout en étant des espèces de porte-étendards de l'ordre moral, qui politiquement n'ont jamais fait grand-chose, tandis qu'elle a fait passer quand même le FN de papa à quasiment 35%, quoi, donc c'est pas rien. Donc cette espèce de haine, et en fait, c'est dingue de voir que Zemmour arrive, et le type, il a un nombre de médias qui en plus entraînent avec eux un certain nombre d'autres médias mainstream, tandis que Marine Le Pen n'a jamais bénéficié de ça, quoi. Donc je pense que voilà, c'est à noter. Ouais, non, c'est vrai que c'est important, et dans la guerre qui se livre là aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a toujours méprisé ce qu'eux appelaient la bataille culturelle, voilà, alors que finalement, elle les regardait de haut, elle se disait, voilà, ça produira rien, parce que la politique c'est pas ça, moi ça fait 20 ans que je me tape des marchés, etc. Et finalement, là on voit que ça commence un petit peu à porter ses fruits. Oui, justement, à ce congrès d'Union des droites, on avait Marion-Maréchal Le Pen qui citait Gramsci et l'hégémonie culturelle. Peut-être une dernière question, et après on pourra prendre les questions de la salle. Donc l'extrême droite, on a beaucoup parlé de l'extrême droite dans sa forme électorale, mais l'extrême droite c'est aussi ce qu'on appelle l'extrême droite hors les murs. Donc c'est des organisations, des figures de la fachosphère, donc des figures, organisations néo-nazis, royalistes, identitaires, avec ce split entre Zemmour et Le Pen. Elle se distribue comment? À qui portent-elles allégeance ces organisations? Justement, c'est vrai que, alors, pour partir d'un travail qu'on avait pu mener là en septembre, on avait vu qu'autour de Zemmour, autour de la pré-candidature de Zemmour, c'était agrégé, on avait eu accès à des listings, c'était agrégé des gens de l'Action française, de Génération Identitaire, des néo-nazis, on ne peut pas les appeler autrement, qui très vite étaient montés dans le staff de préparation de campagne. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement le fait que Marine Le Pen les a écartés, qu'elle-même s'est trop recentrée à leur goût. Mais il y a aussi, et c'est un paradoxe assez incroyable, parce que là je pense aussi à toute la sphère des youtubeurs d'extrême droite qui ont quand même des audiences assez phénoménales et qui roulent en grande majorité pour Zemmour. Eux aussi, ils sont quand même plutôt opposés à Marine Le Pen. C'est le côté marge, radicalité que ne peut plus incarner Marine Le Pen, qui est quand même dans le paysage depuis très longtemps. Et donc c'est quand même ce vieux journaliste du Figaro de 63 ans qui devient un peu sulfureux, un peu la radicalité, quoi. Donc c'est quand même un retournement quand même de ce vieux bourgeois, voilà,
qui travaille au Figaro depuis, je sais pas, 30 ans, et qui tout d'un coup, on a vu sur Internet, voilà, se créer des mèmes, se créer dans des sphères ultra radicales. Et alors, on mesurera le vote chez les jeunes, je sais pas, je suis relativement sceptique, parce qu'entre ceux qui regardent Papacito et ceux qui ont voté, je suis pas sûre qu'il y ait que ce soit aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que toute cette sphère-là, elle s'est un petit peu agglomérée, parce que par ailleurs, c'est des gens qui peuvent se livrer des guerres entre eux, hein, entre identitaires, catholiques traditionnalistes, ça ne fonctionnait pas forcément toujours merveilleusement bien, mais là, autour de la candidature d'Éric Zemmour, effectivement, ces gens se réagrègent. Juste peut-être un mot, c'est signaler par rapport à ce qu'on disait, ce que tu racontais l'histoire du Zemmour médiatique, il y a des travaux tout récents d'une chercheuse, d'une sociologue, Claire Secaille, qui du CNRS, qui a fait une enquête sur, elle a pris toutes les émissions de Hanouna, donc Face à Baba, Touche pas à mon poste, Balance ton poste, etc., entre septembre. Désolé, je sais que dans la salle, il y a des gens qui regardent Cyril Hanouna et qui montre une surreprésentation de Zemmour là-dedans. Alors après, peut-être faire attention à, alors là, c'est plutôt les études de Sciences Po, de sociopolitique depuis longtemps, à pas faire un lien trop direct entre le fait que quelqu'un est omniprésent médiatiquement et que du coup tous les gens vont voter pour. Enfin, ça, il y a des films, les gens regardent les choses, y compris les médias, y compris quand on les abreuve en continu de contenu, ne prennent pas tout pour argent comptant, et donc il faut que nous on fasse attention aussi dans l'analyse. Oui, c'est pas pour remettre en cause le fait qu'il y a une responsabilité médiatique dans le fait que ces personnalités-là montent, mais le fait que ces personnalités soient omniprésentes tout le temps ne suffit pas, en gros, à passer. Et d'ailleurs, on le voit, Zemmour, il y a une bulle qui l'a. Mais en fait, finalement, il y a une bulle qui l'a fait passer de 0 à 10-14, quoi, on va dire comme ça. Et si on y réfléchit, on avait déjà discuté, dans un pays avec autant de racisme, c'est pas si improbable qu'il y ait 2 candidats d'extrême droite. Donc, si on veut dire de le penser comme ça. Et Zemmour, pour l'instant, n'expose pas non plus le plafond de verre, malgré tout ce que vous avez dit sur le fait qu'il soit partout, etc. Donc, faisons attention sur la question de la réception des messages médiatiques qui ne sont pas du tout aussi mécaniques et automatiques que ce qu'on peut penser. Et ça, c'est très bien documenté par la recherche. Oui, mais je suis d'accord, c'est juste. On verra comment ça se traduit dans le vote. Simplement, je ne sais pas, pour suivre l'extrême droite depuis quelques années, je ne pensais pas un jour assister à des débats sur BFM sur le grand remplacement. Alors oui, un peu, c'est vrai, pourquoi Enfin, de toute façon, il a déjà gagné. Ce que je veux dire, c'est qu'idéologiquement, il a installé des thèmes, des choses d'une radicalité dont on pensait que ça ne sortirait jamais des poubelles de l'extrême droite, et qui se sont quand même imposés un peu partout. Je pense qu'on pourra relire le Figaro avec intérêt dans quelques mois pour voir voilà, qu'il y a eu quand même une banalisation des discours les plus radicaux. Voilà. Après, on verra, effectivement, mais ça... Là-dessus, petite anecdote qui nous semble révélatrice, c'est-à-dire que je parlais avec Jordan Bardella, donc, le nouveau président du bénévole du Rassemblement National, qui parlait du grand remplacement en fait. Il me dit oui, mais bon, enfin, le grand remplacement, vous pouvez trouver que c'est une bonne chose, vous pouvez trouver que c'est une mauvaise chose, mais enfin, il n'arrivait pas à comprendre en fait que le terme même de grand remplacement posait problème. C'est-à-dire que c'est tellement un truc qui, à mon avis, enfin, il y a des sondages, alors à prendre avec des etc. Mais c'est tellement un truc qui est entré dans la vulgate, à savoir que bon, le grand remplacement c'est un phénomène, voilà, comme je sais pas, le réchauffement climatique, etc. Qu'on ne voit même pas à quel point ce truc-là, en dehors évidemment du côté complotiste, parce que généralement les gens disent bon, le grand remplacement on ne l'utilise pas parce qu'il y a un côté voulu par 4 mecs dans un bureau à Davos, quoi. Mais le terme même de grand remplacement est raciste. La réalité enfin, la base pour analyser, je veux dire, ce phénomène est raciste. Et en fait, qu'un type du RN soit même pas capable, mais vraiment le plus benoîtement du monde le dit, c'est à mon avis, c'est que je pense qu'il n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce qui pose problème. Je pense que le RN, il y a 20 ans, 30 ans, voyait à peu près où ils étaient et étaient conscients, quoi. Ou 5 ans, oui, ouais. Oui, même 5 ans.
On a beaucoup parlé, peut-être qu'on peut laisser la parole à la salle. Ouais, Il y a tu veux laisser faire passer le micro? Il y a le micro des sociologues et le micro des journalistes. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un? Bonsoir, je suis navré, c'est pas une question. Étant moi-même Raphaël Chalier, je travaille aussi sur l'extrême droite et plus généralement des formes de politisation à milieu populaire. Et du coup, je vais faire l'intello insupportable qui étale un peu sa science à partir en essayant de le faire de manière raisonnée et prudente en rappelant ce qu'ont très bien fait les collègues. On parle à partir de terrains situés, que le monde est infiniment compliqué, que quand vous regardez deux villes, c'est différent, ça peut être différent, deux villes ouvrières, les ouvriers ne sont pas les mêmes. Mais voilà, deux petites choses en gros qui me sont venues. D'un côté, sur la question que tu sous-entendais un peu, Violaine, effectivement, moi j'enquête beaucoup sur des territoires ruraux où, pour vous poser l'ambiance, ça vote RN à plus de 50%, très largement, dans les bourgs et les villages à la dernière présidentielle. C'est-à-dire Marine Le Pen est devant, et où le vote RN est implanté depuis très longtemps. Point qui peut être perçu comme positif, Éric Zemmour, dans ces territoires, que ce soit chez les électeurs ordinaires et même chez les militants du RN, c'est une réalité très lointaine, très diffuse, limite pour les électeurs, ça n'existe pas. Éric Zemmour, je ne retrouve pas ça du tout dans les discussions. Effectivement, ça montre plutôt une dynamique de c'est cornérisé, c'est dans un coin. Après, là où je serais je pointerais un phénomène qui est un peu plus inquiétant, je rebondirais en fait sur ce qu'avait ramené Hugo au départ, la question très importante, et c'est super là-dessus votre enquête, qu'est-ce qui se passe concrètement de manière quantitative dans des territoires, comment on objective ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir des enquêtes comme ça. Le problème, c'est que les résultats changent quand on change d'échelle. Typiquement, si on regarde les électeurs, c'est toujours très composite, très contradictoire, il y a beaucoup de segments populaires qui votent pour différents partis, blablabla, c'est pas uniforme. Évidemment, et en même temps c'est vrai, c'est super de le rappeler. Mais quand on décale sur d'autres niveaux, par exemple un tout petit peu au-dessus, l'échelle des médiations politiques, les gens qui font voter, les militants de terrain, les candidats aux élections locales, là, les résultats sont un peu différents. Je renverrai à l'étude deux exemples. Je renverrai à l'étude de Patrick Lehing, qui est, je crois, la dernière étude un peu de qualité menée sur qui sont les candidats, quelle est la composition sociale des listes candidats aux élections locales menées sur des scrutins intermédiaires. Je crois que ça devait être c'était dans la séquence entre 2014 et avant 2017, je saurais plus dire exactement. Son constat, il est sans appel. Le parti qui représente le moins mal les classes populaires, à hauteur d'environ un tiers de ses candidats, c'est à l'époque le Front National, un peu devant le Front de gauche et très loin devant les autres forces de gauche. Donc, et ça compte, la question des candidats locaux, de la capacité d'un parti à investir les territoires. Autre exemple, et là je viens sur la composition sociale des partis, qui est une composition très importante. Là je décale un peu la focale. Quand vous regardez la dernière étude menée, sur l'UMP, à l'époque l'UMP, par Florence Hegel, sur la composition des ouvriers et les employés dans le parti. À l'époque, ils étaient à peu près 22%. Vous allez me dire, c'est pas fou, 22%. Les ouvriers employés, c'est près de la moitié des actifs. Ça place l'UMP de l'époque Sarkozy très loin devant en termes de composition sociale, en se basant sur d'autres enquêtes quantitatives menées à peu près à la même époque et à peu près de la même façon, par questionnaire, etc. Très loin devant Europe Écologie Les Verts, très loin devant le parti de gauche, nettement, sensiblement devant le Parti Socialiste ou le NPA, il n'y a que le PCF qui est un petit peu peut-être au-dessus. Et encore, ça change d'une enquête à l'autre. Tout ça pour dire, et là-dessus, je rebondirai sur ce qu'avait pointé Violaine à propos de ces territoires populaires, toujours de droite. Je vois bien ce type de territoire. En fait, il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup de territoires populaires où tout simplement, aujourd'hui, ils n'ont pas vu un militant de gauche depuis des années, où ils ne savent pas ce que c'est, où l'être de gauche devient presque
inenvisageable où les quelques personnes de gauche, c'est deux notables complètement enfermés dans des réseaux de sociabilité locale qui n'ont plus aucun ancrage au sein des classes populaires locales. Et là, il y a un truc qui se joue, je pense, sur le rôle des médiations politiques et du militantisme terrain au sens très large, qui est pas, enfin, où c'est plus, où pour le coup les constats sont plus inquiétants parce qu'on a l'impression que la droite résiste mieux que la gauche au niveau local. Il a fallu qu'on ait dans la salle quelqu'un qui a écrit un bouquin sur les militants politiques. Voilà, tu peut-être durer. Est-ce qu'on prendrait une deuxième question? Oui, Oui, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très intéressant. Mais en fait, à vous écouter, j'avais l'impression que, au final, le Front National, ça va parce que les classes populaires, elles n'en sont pas pour. Et puis au final, de toute manière, c'est un peu un truc médiatique, mais au final, ça va aller. Sauf qu'en fait, on a quand même un petit peu en ce moment une vague internationale de l'extrême droite. Parce que là, on parle de la France, mais on parle du local. Mais en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, on voit très très bien que les mêmes phénomènes arrivent, qu'un constat médiatique ou un constat sociologique, en fait, peut très bien aussi être analysé avec la même perspective dans des zones qui nous semblent éloignées en fait de l'électorat, comme on le voit en France, on le perçoit, mais au final, eh bien, ils ont les mêmes réactions. Ils ont en plus un électorat qui semble se ressembler, en tout cas on a cette impression-là. Donc comment nous, en France, on peut analyser aussi cette future solidarité de l'extrême droite internationale qui jusqu'alors n'a pas été, j'ai l'impression, agressée, mais qui arrive en fait, et qui arrive un petit peu par la grande porte, puisqu'en fait il y a quand même des gouvernements qui tombent à l'extrême droite, en passant parfois même, pas du tout par l'étiquette extrême droite, mais par une étiquette peut-être de droite ou un peu libérale, et qui d'un seul coup, eh bien, on se rend compte que derrière, ils enlèvent le masque, et il y a vraiment une politique d'extrême droite. Comment on peut voir aussi avec les futures élections qui arrivent, cette solidarité se mettre en place, pour avoir aussi une relation internationale de l'extrême droite pour des mises en place de gouvernements d'extrême droite en Europe. Parce que là, j'ai l'impression aussi que c'est une question qu'on ne pose pas. Et pourtant, je l'existe. Je comprends, c'est quoi cette solidarité d'extrême droite en Europe? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les financements, parce qu'on dit qu'il y a des problèmes de financement, mais au final, l'argent ne vient pas de France. Et ça s'appelle une solidarité internationale. C'est quelque chose qui a été perçu comme quelque chose de gauche pendant longtemps, la solidarité internationale. Mais il n'y a pas que les financements, il y a aussi les médias. Les médias, ils ne passent pas que par la télévision. Ils ne passent pas que par les journaux, ils passent aussi par tous ces réseaux médiatiques, Internet et autres, les radios qui sont diffusées sur d'autres types d'antennes, etc. Et puis derrière, il y a aussi, au-delà du financement, il y a aussi des idéologies qui sont portées. On voit, le RN, c'était un parti eurosceptique, qui se retrouve au Parlement européen, ils font des alliances. C'est une forme de solidarité aussi internationale d'extrême droite qui se met en place, qui est rarement posée dans les médias, qui est peu calculée et qui n'est pas envisagée au niveau de nos élections nationales et qui pourtant va avoir, je pense, une influence. Du coup, merci pour ces interventions également. Du coup, je m'excuse aussi parce que c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je reviens sur ce qui a été dit sur l'adhésion des femmes, en tout cas l'électorat des femmes de l'extrême droite, et du coup plus globalement sur l'adhésion des femmes aux thèses d'extrême droite. Du coup, je pense qu'il y a aussi l'utilisation du féminisme identitaire et ce que, il me semble, la chercheuse britannique Sarah Faris a théorisé comme le fémonationalisme, qui est du coup l'instrumentalisation des luttes féministes à des fins identitaires, nationalistes et anti-migratoires, notamment, qui sont des thèses du coup comme quoi tous les malheurs des femmes, notamment les violences sexistes et sexuelles, sont provoquées par les hommes issus de l'immigration, les hommes racisés,
qui, selon du coup un stéréotype colonial, hein, sont plus violents, plus rétrogrades que les occidentaux, plus déconstruits, plus avancés sur ces questions-là. Et du coup, voilà, je pense que, il y a Marine Le Pen du coup, qui a été citée, Eugénie Bastier. Je pense aussi du coup à Thaïs Descuffon, du coup, qui est porte-parole de Génération Identitaire, qui est très mise en avant aussi justement pour récupérer beaucoup de femmes dans ce groupuscule d'extrême droite qui de base est très masculin. Et je pense que c'est aussi une des explications à cette montée en puissance de la féminisation de l'extrême droite et des figures de l'extrême droite. Peut-être que tu peux répondre là-dessus, juste sur le truc de féminisme identitaire, les discussions, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit forcément le plus important dans la progression de Marine Le Pen auprès des femmes. Parce que, mais bon, à voir est-ce qu'ils vont lui prêter ou pas. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'elle a complètement, parce que historiquement, elle se déclarait anti-féministe, hein, donc déjà petit à petit, elle s'est réappropriée cette étiquette, qui était quand même une étiquette interdite à l'extrême droite, hein, mais en se disant d'un certain féminisme. Et effectivement, c'est un féminisme, c'est vraiment le fémonationalisme que vous avez très bien décrit. Et qu'on retrouve d'ailleurs à gauche aussi, hein. Que Marine Le Pen a très, très fortement mis en avant. Je pense que ça joue quand même, hein. J'ai aucune idée en termes électoraux, mais dans la construction de sa candidature, arriver à lier immigration et précarité des femmes, c'était quand même assez intéressant. Après, sur tous les groupes, c'est assez intéressant, les groupes identitaires, je pense au collectif Némésis, mais aussi à Thaïs Descuffon, on a plein de petits groupuscules d'extrême droite qui surfent sur ce créneau-là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont plutôt avec Zemmour, et que Zemmour les met en avant, ayant lui-même un gros déficit avec les femmes. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais on a vu quand même récemment, c'est pas si facile d'être une féministe d'extrême droite, parce que parfois on se fait frapper par ses petits camarades. Là, il y a eu une des femmes du collectif Némésis qui s'est fait frapper par un youtubeur de la fachosphère, Baptiste Marchais. Parce qu'il rappelle quand même que c'est pas si simple d'évoluer dans ces sphères-là. Enfin, je rigole dans ce cadre, mais voilà. Non, oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Ce que je voulais dire sur Thaïs Descuffon et Némésis, etc., c'est que, en fait, elles sont très Zemmour, et c'est quand même, c'est quand même assez bourgeois, catholique, traditionnaliste. Il y a toujours eu ça, quoi, en fait. C'est un peu Manif pour tous, quoi. Le Pen aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose de doubler alors c'est quoi, l'indemnité pour les familles monoparentales dans le Figaro, ça par exemple. Il y a ça, articulé évidemment déjà un storytelling sur elle, son rôle de femme, et aussi évidemment un discours sur l'immigration, et moi je vous protège contre eux. Mais c'est les trois trucs, à mon avis, qu'il faut articuler, et que le discours identitaire des femmes d'extrême droite n'articule pas ces trois-là. Donc si c'était que ça, ce serait du Zemmour en fait. C'est-à-dire que et dans Zemmour, effectivement, je travaille avec Génération Z, il n'y a que des mecs, quoi. Donc si c'était que ça, en fait, à mon avis, il faut articuler les trois trucs. Le discours identitaire suffit pas à rameuter beaucoup de majorité de femmes, quoi. Ouais, merci. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que ce qui est passionnant et ce qui est complexe, ce qui est super, c'est que déjà les interventions se répondent parce qu'elles éclairent pas les mêmes aspects. Et donc il y a l'aspect effectivement soutien économique, etc. Il y a l'aspect discours partisan, il y a l'aspect soutien médiatique, mobilisation médiatique, il y a l'aspect les gens qui sont engagés concrètement dans ces groupes, dans ces groupuscules. Et puis il y a l'aspect, comme tu disais Raphaël, relais sur le terrain. Il y a tout
toute la question que moi j'ai pas traitée en direct, mais qui est, parce que j'avais pas ça présent sur mon terrain, mais qui est les relais en fait de ces organisations partisanes ou populaires, etc. auprès de quel groupe et comment ça se traduit après au final ou pas dans des votes en fait. Et puis toute la question aussi de la réception médiatique qui est pas du tout automatique. Et pas... Enfin voilà, moi j'aurais tendance à dire, en repensant à ce que disaient mes enquêtés, à comment ils voyaient un peu les principaux candidats présidentiels, que Zemmour il est trop journalistiquement bien implanté pour leur paraître sincère, honnête, etc. Mais je peux me tromper, c'est ancien, etc. Mais il y avait quand même dans ces catégories populaires, salles, propriétaires de pavillons, travaillant dans des entreprises qui ne licencient pas à tour de bras, cette espèce de refus de... voilà, les journalistes, c'est des gens qui sont capables de manier trop bien le discours pour dire des choses vraies, etc. Mais du coup, ce que dit Raphaël, c'est frappant, quoi. C'est clair que le regroupement des partis est aujourd'hui un sujet vraiment important, quoi. Peut-être sur juste les questions qui ont été abordées par là, juste alors, si l'intervention ne visait pas du tout à dire il n'y a pas de problème, Zemmour n'aura pas l'école populaire, Marine Le Pen elle n'a pas d'électorat populaire, etc. Il y a un électorat frontiste, enfin rassembliste, il faut dire maintenant, qui est réel. Simplement sur ces féministes avec beaucoup de guillemets identitaires, déjà le fait qu'il y ait des femmes engagées dans ce combat d'extrême droite, c'est déjà rappelé que ce n'est pas quelque chose de nouveau, de récent. Effectivement, les femmes contre l'avortement, les femmes, même il y avait une série Netflix intéressante sur les conservatrices, parce que c'est des femmes conservatrices qui se battaient contre le droit de vote ou le droit de candidater des femmes, etc. aux États-Unis. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est pas nouveau. Et par contre, là où vous avez raison, c'est que peut-être on en entend plus parler. Et ça revient peut-être avec ce que je disais tout à l'heure. Alors je ne voulais pas du tout pareil minimiser en disant il n'y a pas de lien entre le fait qu'on les entende partout à la télé et le fait que ça monte, qu'il va finalement gagner les élections, Zemmour. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est aussi bien documenté par la littérature, c'est ce qu'on appelle le cadrage médiatique, c'est-à-dire qu'il y a une imposition de thèmes par les médias. Et là, c'est très clair, c'est très incontestable. Et l'émergence de ces thèmes, y compris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'on puisse parler, est-ce qu'il y a du grand remplacement, est-ce qu'on parle des émojis sur CNews, on parle de tout un tas de trucs de manière très décomplexée, ça crée un cadrage médiatique qui permet à ces groupuscules qui vraiment n'émergent pas maintenant, qui n'apparaissent pas maintenant, qui permettent peut-être de leur donner une visibilité, une forme de légitimité, etc. Est-ce que ça se traduit par des votes derrière, y compris par des votes de femmes? En l'occurrence, je ne suis pas sûr, mais là, je n'ai pas fait d'enquête, je pense pas. Vous pouvez peut-être distinguer le fait que des groupes puissent, on a bien vu pendant la manif pour tous, on regardait les sondages, de plus en plus de gens étaient favorables au mariage, et en même temps, de plus en plus d'agressions homophobes, de plus en plus de groupuscules homophobes. Donc il y a des choses peut-être qu'il faut distinguer dans l'analyse qu'on fait des phénomènes. Et puis moi, pareil, Raphaël, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce que tu racontes. Je suis assez d'accord et peut-être rappeler encore une fois, là où tu as totalement raison, c'est que la manière dont on le regarde, dont on analyse par exemple la question électorale et la question des classes populaires, on ne va pas voir les mêmes choses. Et donc nous, c'est un peu cette insatisfaction, même si j'entends que notre enquête apporte de nouvelles insatisfactions. Mais en gros, on disait on a les sondages nationaux qui permettent de dire les classes populaires, c'est quoi? C'est les sous-échantillons en gros d'employés ouvriers. Et de l'autre côté, il y avait des enquêtes très ethnographiques qui pouvaient être hyper intéressantes parce que très documentées, etc. Mais qui parfois ne permettaient pas de distinguer quelles sont vraiment de manière un peu quantifiée les caractéristiques, disons, les facteurs, les choses qui permettent aux individus, donc pour notre question, de résister au pouvoir. Donc on a voulu nous se situer dans une focale entre ces deux choses-là. On a un peu triché, je ne sais pas trop si on se fera taper par nos collègues, mais taper ça une ethnographie quantifiée, pour justement essayer de quantifier. On avait lu, il y avait un bouquin qui est paru sur le Front National, qui a été coordonné par Louis Pelletier et Gérard Mauger. Je pense que tu l'as lu probablement. Et il y a je rappelle souvent ça quand on présente le bouquin, parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Je crois que c'est un chapitre écrit par Louis Pelletier et qui explique, qui font une ethnographie donc, dans un endroit particulier, qui explique que dans cet endroit-là, les gens votent à l'extrême droite, et qui fait une sorte de liste d'inventaire à l'après-vert où il explique les écoles ont fermé, il n'y a plus de services publics,
il n'y a plus de syndicats, il y a du chômage, il y a blablabla. Et le paragraphe fait 15 lignes de choses comme ça, vraiment avec des virgules, tous les trucs qui vont pas, et dit à la fin ça fait du Front National. Et ça, c'est à la fois intéressant, à la fois insatisfaisant du point de vue de l'analyse sociologique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça? En réalité, il y a des choses qui comptent plus que d'autres, en quelque sorte. Et ce que nous, on a essayé de montrer, des choses qui vont protéger, et des choses. Il y a le fait qu'on peut être précaire, qu'on peut être éloigné des services publics, et en même temps, il y a plein de gens qui ne votent pas à l'extrême droite, et qui votent plutôt dans un vote révolutionnaire, et pourquoi, etc. Donc nous, notre enquête, avec toutes les précautions qu'il faut rappeler, elle essaye de prendre ça en compte, et du coup de classer, de hiérarchiser ce que permet de faire l'approche un peu quantifiée, et qui est de ce point de vue-là, qui ne se veut pas du tout remplacer, mais qui se veut compléter les approches plus ethnographiques. Et pour finir par la dernière chose que tu dis, c'est ce que nous on constate. Hein, tu dis, il y a des gens, ils n'ont pas vu un militant de gauche depuis des années, et ça, c'est là-dessus que moi j'ai essayé de finir. C'est effectivement cet ancrage, cette protection, entre guillemets, des organisations ouvrières ou d'un encadrement social de gauche, au sens très large, hein, puisque ça peut être des associations, des syndicats, etc. C'est quelque chose qui effectivement a un effet protecteur contre basculement dans un vote extrême droite, mais qui est de plus en plus délité et existe de moins en moins. Et cet encadrement politisé, parce qu'on a vu aussi qu'il y a plein de gens qui ont des engagements associatifs, mais si c'est des engagements associatifs qui n'ont pas cette teneur politisée, on voit que ça n'a aucun effet sur le vote. Cet engagement-là, il se délite, et ça pose une question, pour moi une question aux sociologues qu'aux organisations politiques, mais ça pose une question, effectivement. Puisqu'il ne suffit pas de faire de n'importe quoi pour que les organisations de la classe ouvrière massive redeviennent massives. Sur les solidarités européennes, internationales, etc. Parce que du coup, on n'a pas du tout parlé, mais si on regarde par exemple au Parlement européen, ou même au niveau européen, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de motifs d'inquiétude, au sens où, évidemment, ça progresse. En 2014, c'était très difficile d'imaginer que l'extrême droite soit capable d'avoir un groupe au Parlement européen. Ils sont aujourd'hui un groupe au Parlement européen. Viktor Orban, le Polonais, plusieurs autres pays avec Marine Le Pen mettent souvent en scène des discussions quoi, de futurs chefs d'État ou actuels chefs d'État de l'Europe des Nations. Franchement, pour l'instant, on a un peu de temps avant ça, quoi. Ne serait-ce que parce que la dernière fois c'était à Madrid, donc il y avait Orban, il y avait le Polonais, je suis désolé, je ne me souviens plus comment il s'appelle, d'autres chefs de parti, etc. Et en fait, vous voyez, mine de rien, le propre quand même des nationalistes, c'est d'être très divisé, quoi. Marine Le Pen, par exemple, n'a pas voulu signer la même déclaration que Viktor Orban, parce qu'il y a un problème, ou même que le Polonais, parce que bon, il y a cette affaire ukrainienne qui pose problème avec Marine Le Pen, qui est très pro-russe et qui n'a pas voulu signer une déclaration anti-russe. De même, si vous regardez, en Italie aussi, ils ont deux partis d'extrême droite, ils ont la Ligue et ils ont Fratelli Italia, qui sont en concurrence directe, donc en fait ne peuvent pas former un super groupe sur le Parlement européen. Vous avez aussi dans les Flandres ce genre de problème. Donc pour l'instant, ça reste assez divisé, ça reste l'horizon tous les réactionnaires d'Europe s'unissent au sein d'un groupe, pour l'instant il est assez bouché. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, mais bon, motif de satisfaction pour vous. Merci. Ouais, moi j'ajouterais peut-être quand même l'influence de Trump et du Trumpisme quand même sur l'extrême droite française, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été forcément assez mis en évidence, mais il y a eu beaucoup chez les Zémoriens, vraiment une étude très précise du militantisme, mais aussi de toute la rhétorique du Tea Party, voilà. Et ça, il y a des circulations très, très intenses en fait entre l'extrême droite américaine et l'extrême droite française. Jérôme Rivière qui est parti était un fan de Bannon, passé sa vie avec lui. Donc ça, c'est voilà, moi, ce côté-là, je pense qu'il faut effectivement garder l'importance du Trumpisme. Est-ce qu'il
s'il y a, je leur tourne, et il est tard, mais s'il y a des dernières questions, On se fait un dernier tour de... on peut les prendre, et puis après, Moi j'ai une petite on question, va tous boire un verre. si possible, pour une question pour les journalistes et une question pour les sociologues. Déjà, merci beaucoup d'être venu et de participer à cette conférence. Pour les journalistes, quel a été votre rapport, quel est votre rapport actuel avec les cadres des partis d'extrême droite? Parce qu'on a cette image assez familière de journalistes qui se font barrer la route ou qui sont expulsés de force, manu militari, des différents meetings ou des conférences d'extrême droite. Le Petit Journal en était victime, Mediapart en était victime aussi à Villepinte, enfin, on a énormément d'exemples. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous voyez un changement entre les deux candidats, entre Reconquête et le Rassemblement National? Ça, c'était pour les journalistes et pour les sociologues. Je voulais, dans ton ouvrage, Violaine, tu étudies les trajectoires des salariés et tu vois qu'il y a des salariés qui veulent devenir entrepreneurs, qui essayent de lancer leur propre entreprise. Spoiler alert, ça ne marche pas pour beaucoup d'entre eux parce que des Elon Musk et des Jeff Bezos, on n'en a pas dans le pays européen français malheureusement. Heureusement. Je voulais savoir cette idéologie de la réussite qui viendrait de jeunes d'entrepreneurs qui sont anciennement salariés, est-ce que c'est corrélé avec une rhétorique de l'extrême droite? Est-ce que tu as pu voir des liens prégnants entre cette idéologie de la réussite, cette naturalisation des inégalités sociales, de se dire qu'en fait tout ça c'est le mérite de la personne, que s'il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne sont pas propriétaires, c'est aussi de leur faute, et un comportement politique à l'extrême droite. Voilà. Oui, ma question c'est est-ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux les différences de ces deux courants? J'ai regardé d'abord sur les sondages, parmi les ouvriers, les employés, les gens qui soutiennent Marine Le Pen, qui soutiennent Zemmour, ils vont du côté de Marine Le Pen et beaucoup moins du côté de Zemmour. En revanche, il y a une énorme différence. Par exemple, le sondage Elabé que j'ai regardé dans le métro, les petits commerçants, la catégorie de CSP, les petits commerçants, et à fond pour Zemmour, et il y en a beaucoup moins pour Marine Le Pen. Parce que si cette sociologie se confirme, c'est assez intéressant parce que ça correspond au débat qu'ils ont eu. Les Zemmouriens, effectivement, se sont dit on va essayer de piquer les gens qui avaient voulu voter Fillon en gagnant des cadres gâteaux-tradis. Et en reprochant à Marine Le Pen de ne pas être allée à la manif pour tous à cause de ses positions sur l'avortement qui étaient cohérentes avec le fait qu'elle savait que dans les couches populaires sur cette question-là, l'ordre moral fonctionne moins bien que dans la bourgeoisie de l'Ouest. Et donc les différents éléments, matchent assez bien. Et il y a du point de vue de la politique de Marine Le Pen de s'adresser aux couches populaires, une différence quand même très forte avec celle de Zemmour qui est libéral à la Macron, plus identitaire, moins le soutien du noyau dur de la bourgeoisie française. Alors que Marine Le Pen n'est pas, intellectuellement, elle, je ne sais pas, mais son parti, c'est que si passe du côté libéral, soutien de la grande bourgeoisie, des patrons du CAC 40, ils vont perdre leur base populaire, comme les exemples qui sont passés à l'étranger. L'inflexion de discours c'était arrivé en Autriche, le parti qui était populiste au sens socio-nativiste, comme dirait Piketty, qui, quand ils ont commencé à appliquer une politique libérale, ont perdu du jour au lendemain leur base sociale populaire. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de sérieux et que la différence dans les meetings, y compris de public, est quand même corrélée à quelque chose de très très profond et qu'il faut garder en tête si on veut comprendre ce qui se passe. Pas la même question. Très bien, on va répondre déjà.
Ouais, je répondrai un peu rapidement sur cette question-là. Moi, j'ai pas assez d'enquêter. Après, c'est pareil, j'ai pas assez d'enquêter pour pouvoir dire si c'est vraiment corrélé avec le vote d'extrême droite. Après, ce que je veux dire, c'est pareil, c'est que c'est pas ancien. Il y a quand même beaucoup le truc des artisans, etc., qui se mettent à leur compte pour pas avoir de patron, etc. Et par contre, c'est pas du coup, ces aspirations-là, elles sont importantes. Mais elles ne cadrent pas du tout avec un discours de la droite classique, parce que du coup, les grands groupes sont aussi jugés négativement, etc. Et par contre, ça va beaucoup avec un rejet des aides sociales, etc. Mais ça, c'est extrêmement ancien, et pour le coup, là-dessus, c'est quelque chose aussi qui a été complètement perdu et gagné, et qui est plus une marque de fabrique du FN, parce que du coup, stigmatiser les gens qui traversent pas la rue pour aller travailler, c'est aussi une marque. Donc du coup, tous ces ouvriers qui veulent se mettre à leur compte, monter leur boîte, ou qui en tout cas disent qu'eux, ils sont dans des entreprises familiales et qu'ils travaillent aussi quand le patron a besoin de coup de main, ils travaillent gratuitement, ou ils font des... Enfin, du coup, cette valorisation comme ça du travail, avoir besoin d'aide sociale, etc. Mais il aurait fallu, effectivement, il y aurait de quoi refaire des terrains à questionner sur cette question de l'allocation de parents isolés, plein de choses comme ça, quoi. Parce qu'il y a quand même aussi des figures de, voilà, on donne aux familles immigrées, mais pas aux mères isolées, qui sont, il y a des formes comme ça intéressantes de positionnement politique qui déjouent un peu les clivages qu'on peut avoir en tête quand on regarde de haut les positions de différents partis, en fait. Bon, voilà. Si peut-être depuis tout à l'heure, j'avais envie quand même de donner une note un peu positive. C'est des collègues sociologues qui travaillent sur l'engagement des jeunes, notamment la position des jeunes par rapport au syndicalisme. Donc c'est Gaëlle Dupuis qui est une collègue à moi avant, et puis il y a d'autres collègues, Sophie Béraud, etc., qui montrent bien qu'en fait les jeunes, les jeunes salariés, ils ont des sympathies très fortes pour les syndicats. Mais par contre, leur position de précaire sur le marché du travail empêche qu'ils adhèrent, qu'ils prennent des mandats, et voilà. Et que donc, du coup, tout est peut-être pas perdu, parce que du coup, effectivement, moi je suis la première à dire qu'il y a morcellement dans le monde du travail, il y a des statuts précaires, il y a plein de choses qui sont faites pour rendre difficile les activités syndicales, la répression anti-syndicale. La répression syndicale, elle existe, etc., de la part des patrons, y compris dans la fonction publique parfois. Mais donc, du coup, il y a quand même chez les jeunes un taux de sympathie et pour les syndicats qui n'est pas négligeable, en fait, qui n'a pas complètement disparu, qui n'a pas été laminé, etc. Donc, voilà, c'était peut-être ces engagements. Et du coup, demain, il y a une journée CGT qui est retransmise sur le site de la CGT résolument antifasciste avec des interventions de collègues sociologues aussi et Nicolas Lebeau, historien. Donc ça dit aussi des choses sur le positionnement de syndicats, l'Union syndicale solidaire ou la CGT se positionne de plus en plus sur des questions comme ça. Et ça, à mon sens, c'est important parce que du coup, ça va jouer. Je dis un mot très rapide sur ce que demande. En gros, ta question, c'est est-ce que le discours entrepreneurial, etc., il est rattaché à quelque chose d'extrême droite? Les travaux sociologiques dessus, et notamment par exemple les travaux de Sarah Abdelmour, Sophie Bernard qui ont pu travailler sur les auto-entrepreneurs, etc., montrent plutôt pas ça, et montrent plutôt que c'est quelque chose qui est finalement assez ancré dans une jeunesse, notamment une jeunesse précarisée, qui ne voit pas forcément de débouchés classiques dans la perspective d'un CDI, etc., qui n'existe pas forcément comme elle a pu exister à une époque. Et donc je pense que ça c'est la première chose intéressante. Et d'ailleurs Macron, sa dernière campagne, il l'a fait aussi là-dessus, puisqu'on en parlait l'autre fois quand on a présenté le bouquin dans une librairie, mais aujourd'hui Macron a pris clairement un tournant, a choisi de prendre un tournant à droite, d'être sur des questions assez répressives, d'être sur l'islam par exemple, de reprendre des propos bien à droite. Mais si on se rappelle de sa campagne en 2017, il la lance, je crois, dans un centre de formation à Bobigny. Il fait tout son truc d'ailleurs à Mediapart sur les Uber, on ne va pas aller faire chier ces jeunes qui trouvent du boulot et on préfère qu'ils soient Uber que dealers de drogue, etc. On va leur foutre la paix, on va foutre la paix aux musulmans, il y a tout un truc comme ça. Et donc, ce créneau-là, a priori, sauf s'il fait un revirement impressionnant dans les 60 jours qui restent à la présidentielle, il ne l'occupe plus. Donc c'est assez intéressant de savoir si le candidat du libéralisme classique ne l'occupe plus. Pécresse ne va pas l'occuper, et il n'y a plus, pour l'instant, en tout cas dans les sondages, un candidat social-démocrate assez fort qui aurait pu, si on considère les candidatures Hidalgo, je vous laisse
idée, mais en tout cas, donc ça c'est la question. Et l'autre sujet qui, à mon avis, est à regarder, c'est ce que montrent les travaux les plus récents de sciences politiques, notamment ce que montre Tiberi, c'est que le phénomène jeune, alors il n'y a pas l'idée qu'une fracture générationnelle, mais il y a un phénomène particulier chez les jeunes générations, c'est ce qu'il appelle la désaffiliation. C'est cette idée que plus que les générations antérieures, les jeunes sont désaffiliés politiquement, c'est-à-dire qu'ils ne s'identifient plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur de droite ou de gauche, etc., mais qu'ils s'identifient moins comme ça, à la fois moins à des partis, à la fois moins à des partis. Donc ça, c'est peut-être un phénomène vraiment nouveau, en tout cas, d'un point de vue de l'analyse, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'il faudra suivre aussi, puisque s'il y a moins ce vote, du coup, réflexe, droite, gauche, etc., ça pose une nouvelle question, ça rebat en quelque sorte un peu les cartes de la campagne sur cette fraction de l'électorat. Je vais vite sur les médias. Oui, Mediapart, nous, on avait un statut un peu à part parce qu'effectivement, j'en ai hérité. En fait, on était historiquement, depuis 2012, interdit de suivre le Front National. Enfin, on ne pouvait pas aller aux événements publics, on n'était pas. Ce qui est un peu compliqué quand on doit suivre l'extrême droite. Donc voilà, on est un parti, on n'avait pas de source, il fallait aller en douce au meeting. Voilà, moi j'ai commencé comme ça. Ce qui fait que je me suis intéressée aux idées, parce que c'était au moins les livres, ils me parlaient, donc je pouvais faire ça. Ensuite, c'est vrai que Marine Le Pen je pense que c'était un enjeu pour elle très important de normaliser ses rapports avec les médias. Donc on l'a vu vis-à-vis de nous changer totalement d'attitude en mars dernier, tout d'un coup nous accepter. Je pense que c'était vraiment une stratégie de communication. Voilà. Donc maintenant on est accepté, certains cadres nous parlent parfois. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Du côté de Zemmour, alors là c'est un autre problème, c'est que moi je suis interdite de meeting de Zemmour par mon propre journal parce qu'il considère que j'ai reçu trop de menaces et que c'est dangereux. Voilà. Donc ça c'est l'autre petit effet qui se roule dessus de l'extrême droite, c'est que parfois c'est nous qui décidons de ne pas y aller. Voilà. Du coup, rapidement, pour finir, Zemmour c'est un mec qui vient du système, donc il y a, moi qui du coup, comme je fais de temps en temps avec Zemmour, etc., il y a un différentiel total entre la violence des propos de Zemmour et son affabilité avec la presse. On appartient vraiment au même monde, il y a des connivences, etc. Marine Le Pen, effectivement, là on est chouchouté par son attachée de presse, Caroline Parmentier, que je salue. Non, je rigole, enfin, c'est n'importe quoi, c'est vraiment, on a l'impression que c'est peut-être ses bébés, etc. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, alors bon, Zemmour, lui, connaît très bien le fonctionnement des médias, puisque c'est ce qui lui est arrivé à la place. Donc lui, j'en parlais avec un journaliste de l'AFP qui disait, putain, mais comment on fait, parce que ce mec est une machine à dépêche, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à Nice, il balance une saloperie, il dit ouais c'est vrai qu'il roule en tôle, etc. Vous êtes obligé de faire une dépêche. Donc en fait, vous faites 3 fois plus de dépêches sur Zemmour, au-delà du côté Cyril Hanouna, qui bosse pour lui. Ce type, par son fonctionnement même, le fonctionnement même de sa campagne, est une machine à créer du storytelling, etc., etc. Marine Le Pen, depuis quelques semaines, elle finit par aussi comprendre à peu près ce que c'est que la presse. C'est-à-dire qu'on est quand même des gens facilement... Enfin, on a besoin de raconter des trucs et il y a une histoire à raconter avec Marine Le Pen. Et c'est celle qu'elle est en train de nous faire raconter en ce moment, quoi. À savoir, les idées de Marine Le Pen sont un peu plus fades que celles de Zemmour. C'est-à-dire que quand Zemmour lâche des saloperies à l'Alliance, elle en lâche aussi, mais un peu moins, quoi. Donc en fait, donc qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la personne de Marine Le Pen. C'est vrai qu'elle a une histoire familiale qui est absolument fascinante, quoi. Je veux dire, c'est entre ce qu'elle a raconté samedi soir, je ne sais pas si vous avez vu à son meeting, elle a fait un long discours un petit peu ennuyeux, et ensuite, pendant 9 minutes et quelques secondes, elle a raconté son parcours de femme. Effectivement, c'est hallucinant, quoi. Donc, elle est en train de jouer là-dessus, ça fait 1 ou 2 mois qu'elle nous a emmenés dans ses filets. Donc, avec un storytelling, en fait, qui n'est pas forcément c'est pas forcément
que les journalistes, en fait, c'est la pente naturelle en fait des journalistes qui sont dans une campagne qui n'est pas passionnante et qui ont une histoire à raconter, celle de cette personne qui est finalement pas vraiment d'extrême droite ou qui cherche à donner des gages, à montrer qu'elle n'est pas d'extrême droite, qui n'a pas vraiment choisi son destin. Il y a des drames familiaux, il y a ce truc avec Marion Maréchal Le Pen, etc. Donc en fait, il y a vraiment un storytelling qui fonctionne, et dans lequel évidemment, moi j'essaie de ne pas tomber, dans lequel on essaye de ne pas tomber, mais qui fait que ça, plus les normalisations avec la presse, fait que le discours sur Marine Le Pen a complètement changé. Enfin, moi, il y a des mecs du RN qui m'appellent et qui se marrent en me disant « mais vous allez finir par appeler à voter Marine Le Pen contre Zemmour ». Et en fait, on en est là, quoi. Parce que finalement, cette sorte de sourire un peu sympathique qui n'est pas vraiment d'extrême droite, qui a vraiment eu des problèmes dans son enfance, et qui en plus donne des gages, elle abandonne la double nationalité, elle abandonne un certain nombre de trucs, elle abandonne la retraite à 60 ans, pour ceux que ça... Voilà, et elle vire les antisémites. Alors évidemment, il y en a plein au RN, il y a encore, évidemment, d'ailleurs, le fait que Éric Zemmour soit juif fait parler dans les couloirs du RN aussi, quoi. Mais donc voilà, donc il y a ce truc-là qui fait que, à la fois Zemmour, avec sa forme de campagne, son côté théâtral, tapis de bombe, fait que, en fait, très souvent, on lui court après, en fait, c'est pas nous qui sommes maîtres du séquençage de la campagne, c'est lui. Ne serait-ce qu'avec ses ralliements, là, s'il les met en scène, etc. Vous avez Gilbert Collard, et ça fait les bandeaux de BFM. Gilbert Collard, qui est quand même un type qui ne représente rien au RN, qui est à moitié... voilà, vous voyez qui c'est, Gilbert Collard. Jérôme Rivière, personne ne connaît Jérôme Rivière, et ça marche, etc. Ça va continuer. Là, donc il y a ça, et Marine Le Pen qui, à côté, joue la carte familiale, du drame familial, etc. Et on se retrouve avec un récit qui est finalement assez décorrélé, et surtout qui nous fait oublier que sur le fond, il y a assez peu de différence entre Marine Le Pen et Zemmour. Vraiment très très peu. Quoi. En tout cas, sur ce qui fait qu'ils sont d'extrême droite. Je crois que la séance touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup tous les quatre pour ces échanges. Et merci à vous des livres à prier si certains sont intéressés par l'enquête Vote Populaire.